Bonjour à toutes et tous. J'ai la lourde responsabilité de chauffer la salle avant le reste du programme cet après-midi. Merci beaucoup d'être avec nous. Je voulais absolument être là pour partager quelques mots. Donc, je suis Sébastien Missoff. Je dirige Google en France. J'ai rejoint Google il y a un peu plus de 17 ans. J'avais passé 10 ans chez L'Oréal dans des sujets très différents autour du marketing et donc suivi toutes ces évolutions. Et j'ai pris la direction de Google en France depuis 6 ans. J'ai longuement réfléchi à ce que je pouvais vous partager. J'ai peur que si je parle de Gen AI et de tech, je vole les sujets de ce qui va venir. Donc peut-être repartager. On est évidemment dans un moment où on est en train de s'interroger avec la conviction qu'on vit dans un moment de pivot, de transformation extraordinaire. Et dans ces moments-là, même quand on est chez Google, même quand on a seulement 25 ans, et avant de se projeter vers l'avenir, de revoir un peu le passé et qu'est-ce qu'on peut retenir de ça. Et il y a ce très joli livre qui s'appelle The Age of Globalization de Jeffrey Sachs, qui revient dans l'histoire de l'humanité sur ces 7 grands moments où il y a eu des technologies de rupture très importantes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le livre commence avec le moment où on arrive à dompter le cheval et tout d'un coup, évidemment, c'est un changement radical. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce que ça veut dire? À Sparte, ils ont l'idée d'en faire la première armée de métier avec des chars tirés par des chevaux. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait pas seulement des gens avec des bâtons, mais qu'il y ait une armée spécifique, des compétences différentes, donc l'impôt, donc plein d'autres choses, et donc ces changements. Et ainsi de suite dans l'histoire de l'humanité avec ces grands moments de pivot de technologie. Aujourd'hui, évidemment, depuis 17 ans, je suis bien placé pour voir ces changements autour de l'accélération des usages et de ce qu'on voit sur la partie digitale. Mais la conviction qu'on vit en ce moment, un de ces moments d'accélération, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle et depuis quelques mois, tout ce qu'on voit en temps de champ des possibles sur la partie générative AI. Et pour moi, il y a vraiment 3 dimensions qui sont absolument clés et qui parlent vraiment de ce que vous faites au quotidien. La première, c'est que dans ces moments-là, c'est vraiment un enjeu de compétences et de formation. On parle énormément en ce moment de ce besoin d'avoir les bonnes compétences. Si vous allez sur LinkedIn et vous tapez data analyst, data scientist, on voit qu'on a 20 000 rôles ouverts en ce moment sur chacune de ces catégories. Il y a plus de 10 000 de UX designers. On a besoin, dans chacun des projets sur lesquels on travaille, de data analysts qui vont faire l'ingestion des données et être capables de mettre en place ces sujets-là. Quand Google a annoncé il y a quelques mois qu'on était capable d'avoir un outil basé sur l'intelligence artificielle qui prédit les inondations dans le monde, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est des hommes et des femmes qui ont su aller trouver quelles étaient les bonnes bases de données, les ingérer dans nos systèmes et faire travailler le machine learning et ensuite, avec des data analysts, faire en sorte qu'il y ait des actions et qu'on puisse prévenir les populations à temps. Donc derrière ces sujets, énormément de compétences et de formation et tout le travail que vous faites sur les certifications, sur les organisations est absolument clé et commence par là. Le deuxième sujet, évidemment, est sur la partie de mutualisation. C'était un peu mon exemple sur ce qu'on évoque sur le moment quand on arrive à dompter le cheval, sur les moments de révolution industrielle. C'est des moments où il faut réinventer ce qu'on mutualise dans les organisations. On a accès à de plus en plus de données. Quand j'ai commencé chez L'Oréal, j'étais contrôleur de gestion de L'Oréal en Grèce. J'avais 22 ans, j'avais un tableur Excel et à peu près toutes les données qu'on savait sur le marché grec pour essayer de deviner qui allait acheter des mascaras ou des rouges à lèvres. J'imagine que mon ou ma successeur aujourd'hui, évidemment, a des accès avec des millions de données. On va chercher des données sur le temps, sur les usages, sur les habitudes et que grâce à ça, arrive à faire tourner des modèles qui sont complètement différents. Et ça, c'est évidemment possible, puisque un certain nombre de données, de modèles ont été mutualisés. Et donc, quels sont les changements dans les organisations? Et la conviction qu'aujourd'hui, vous jouez un rôle particulièrement important pour accompagner vos clients, vos partenaires dans cette transformation et qu'on a vraiment besoin de partenaires avec ces compétences spécifiques qui vont les accompagner dans l'évolution de leur organisation et ce travail autour de la donnée et de la data qui est absolument fondamental et qui est important. Et puis finalement, c'est revenir ensuite sur les fondamentaux de vraiment, on est dans un moment où on comprend les fonctionnalités, on voit les usages, mais de continuer à réussir à donner envie aux différentes organisations, à être capable de transformer ces use case technologies en problèmes qu'on veut résoudre pour les organisations et comment on accompagne les différentes organisations, en particulier sur les objectifs marketing en ce moment, sur ce qui est possible et comment ces outils vont être utilisés. On a la conviction qu'aujourd'hui, on est au tout début de ce qui va être écrit et des solutions qu'on va trouver, mais on a aussi la conviction que c'est avec des partenaires comme vous
qu'on va réussir à trouver ces solutions et qu'on est au début de cette histoire et qu'on est particulièrement heureux de l'écrire avec vous. Merci encore de nous consacrer cet après-midi. J'ai vu un agenda très ambitieux et je crois que je laisse la parole à Nicolas, François, Nicolas. Nicolas, bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, l'agenda il est assez serré. On va être ensemble durant 3 heures, on va dire. On va commencer par une petite keynote que les équipes de Google m'ont gentiment proposé de réaliser sur ce sujet de la Gen AI. C'est un peu comme la dernière fois. C'est un peu le même exercice. J'ai discuté en amont avec des consultants et des partenaires de Google pour échanger un peu sur l'impact de la Gen AI sur le data marketing. Et ensuite, on va laisser la place à ces partenaires Google pour qu'ils nous partagent leurs différents cas d'usage sur l'impact de l'intelligence artificielle et de la Gen AI sur le marketing. Et évidemment, on clôturera tout ça avec un petit moment de networking pour échanger un peu sur tout ce qui s'est dit. Et vous aurez l'occasion aussi de participer à un petit photocall. Alors, j'ai 20 minutes pour essayer de vous expliquer un peu l'impact de la Gen AI sur le data marketing. C'est beaucoup et c'est peu à la fois. Donc voilà, j'ai décidé de me consacrer à 3 questions que vous vous posez peut-être toutes et tous, à savoir quels sont les cas d'usage concrets et comment l'IA générative va concrètement impacter le marketing, quel va être l'impact de l'IA générative sur le rôle du consultant. C'est vrai qu'on voit quelques articles un peu anxiogènes sur « je vais être remplacé par l'IA générative », on va voir si c'est le cas ou pas. Et ensuite, on va essayer de vous partager, parce que j'ai envie que vous sortiez avec des insights actionnables, quelques conseils pour mieux appréhender l'IA générative. Alors, avant toute chose, peut-être un petit rappel. Ça fait quasiment 1 an que ChatGPT est entré dans nos vies. Il y en a qui disent que c'est la plus grande révolution depuis l'arrivée de l'iPhone en 2007. Il y en a qui vont encore plus loin, qui disent que c'est la plus grande révolution depuis Internet. Je ne trancherai pas le débat, mais je rappellerai peut-être une chose, c'est que l'intelligence artificielle en tant que telle, et pas la Gen AI, l'intelligence artificielle est déjà dans tous les recoins de notre vie. Là, je vous ai fait une petite capture d'écran d'un smartphone qui rassemble la plupart des applications qu'on en utilise pas mal au quotidien. Et c'est vrai que ce soit pour chercher du contenu, pour aller sur les réseaux sociaux, pour découvrir des vidéos sur YouTube, TikTok, Snapchat, pour chercher un emploi, pour écouter de la musique, faire son shopping, trouver l'amour ou pas sur Tinder, Bumble et compagnie, trouver un moyen de déplacement. En fait, les algorithmes de machine learning, ils dictent nos moindres faits et gestes. Et ils nous poussent, en fait, du contenu qui correspond à nos attentes. Et la différence avec la démocratisation de l'IA générative, c'est que finalement, on va plus simplement nous pousser du contenu existant, on va nous le créer. C'est la dimension génération. Et je pense que ça, c'est peut-être important de le rappeler, parce que comme je l'ai dit en intro, il y a beaucoup de fantasmes sur l'IA générative, beaucoup de craintes. Et comme le disait un des consultants avec lesquels j'ai échangé, peut-être que si on met des mots là-dessus et qu'on commence à considérer la Gen AI comme un outil comme les autres, de la même manière qu'on utilise Google Sheet ou qu'on utilise Adobe, en fait, on sera amené à utiliser la Gen AI et ce sera un outil comme un autre finalement. Donc voilà, ça c'est important de le désacraliser et ça l'est d'autant plus important que si on regarde le panorama des applications de Gen AI, il est aujourd'hui assez dense. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Gen AI depuis 1 an et de l'arrivée de ChatGPT, mais en réalité, OpenAI, qui est derrière ChatGPT, est là depuis 5 ans. Google travaille là-dessus depuis plusieurs années. Et la Gen AI, c'est plusieurs années de recherche. Et on voit que l'écosystème, il est déjà fourni. Ça, c'est un panorama qui a été fait par le fonds d'investissement Sequoia. Donc en haut, vous avez toutes les applications grand public et on voit que TikTok, Instagram font déjà de la Gen AI. J'avoue que je ne sais pas dans quelle mesure, mais en tout cas, ils en font. On a en bas toutes ces applications que vous avez appris à connaître, que ce soit ChatGPT, Claude d'Anthropic ou Bard de Google, qui sont ces agents conversationnels qui ont un peu mis la lumière sur la Gen AI. Mais on voit qu'aussi, même dans la dimension B2B, on peut déjà utiliser la Gen AI pour faire du marketing, de l'automation, du search, booster ses sales, faire du design, du customer support. En réalité, tous les champs de compétences du domaine de l'entreprise vont être impactés et le sont déjà par la Gen AI. Alors, si on regarde un peu plus concrètement, que va apporter la Gen AI aux marketeurs? Quand on parle de Gen AI, la dimension qui vient le plus spontanément à l'esprit, c'est la dimension création. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que la Gen AI a pris une place à part entière, notamment dans les agences créatives,
ou des outils comme DALL-E, Midjourney sont utilisés par la plupart des agences créatives de la place pour notamment créer ce qu'on appelle les ROF, un peu les ébauches créatives qu'on va tester et qu'on va pitcher à l'annonceur. Ça, on passait par de l'être humain par le passé, ça prenait pas mal de temps. Aujourd'hui, il suffit de pitcher une GenAI qui va arriver à un résultat peut-être pas complètement satisfaisant, mais qui permet assez rapidement de voir si on fait fausse route ou pas. Donc ça, c'est le premier volet. Et évidemment, à terme, et on n'y est peut-être pas forcément encore, mais ça, on va aller jusqu'au bout avec des spots qui seront peut-être un jour complètement assistés et pilotés par l'IA générative. J'ai un exemple en tête, c'est l'application CapCut, qui est une application qui appartient à TikTok, que vous utilisez peut-être. C'est un outil d'editing photo. Il y a quelques jours, ils ont lancé une application pour les business, et cette appli, en fait, qu'est-ce qu'elle vous fait? Vous uploadez vos produits, et en fait, l'IA de CapCut va vous proposer un pitch de spot publicitaire, et va même vous proposer de mettre en avant des présentateurs deepfake, en fait, des présentateurs générés par l'IA, pour justement créer carrément un spot publicitaire de A à Z. Et ça, c'est quand même assez puissant parce que ça abaisse le ticket d'entrée, ça démocratise finalement l'aspect publicitaire à bien des entreprises qui n'ont pas forcément l'expertise, les budgets pour créer un spot vidéo qui vont ensuite diffuser sur Facebook, YouTube et compagnie. Et là-dessus, c'est une vraie révolution. L'autre dimension, c'est la Dynamic Creative Optimization, donc la DCO qui va être augmentée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on découpe souvent une créa pour l'adapter à un environnement de médias qui est hyper fragmenté, parce que autant il y a 20-30 ans, on faisait un spot télé et un peu de print. Aujourd'hui, on fait du digital, mais en plus, le digital est hyper fragmenté. C'est 10 secondes sur telle plateforme, 15, 20 sur telle plateforme, du vertical, horizontal. Bref, c'est une tannée à créer, et c'est vrai qu'il y a des outils, notamment, il y a Pencil, qui a été racheté par Brandtech Group récemment, qui est un outil de DCO qui est boosté par ChatGPT. Et de la même manière, vous pouvez lui uploader des visuels et il va vous décliner tout ça en publicité adaptée aux différents environnements médias. L'autre point qui est, je pense, important, c'est la DCO augmentée selon l'audience. Ça, c'est une dimension qui est assez importante parce que c'est vrai qu'il y a un vrai gisement de valeur non exploité là-dessus. Les marques, elles investissent énormément pour créer des segments hyper granulaires d'intentionnistes déclinés à toutes les sauces, sauf qu'en général, en réalité, elles leur diffusent toujours les mêmes créas. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est problématique et à terme, on peut penser que la GenAI va en automatisant les A/B testing, en analysant le comportement de ces différents clusters par rapport à la créa, par rapport même au moment où ils sont exposés à la créa, adapter ça. Et ça, pour moi, ça va être quand même un gros game changer, le fait de pouvoir finalement enfin montrer une pub vraiment adaptée en one-to-one. La deuxième dimension, c'est la dimension comprendre. Alors aujourd'hui, on est tous d'accord pour se dire qu'on a beaucoup d'outils à disposition et en fait, c'est pas ces outils qui manquent, c'est surtout le temps et les compétences pour les utiliser. La plupart des entreprises aujourd'hui, on leur a vendu des CDP, des DMP, des data clean room et compagnie et elles savent parfois même plus quoi en faire parce qu'en fait, elles se sont dit vas-y, je vais prendre ça a l'air sympa, sauf qu'en fait, j'ai pas le temps et en plus, c'est du temps de profil assez rare parce qu'il faut souvent des data scientists pour opérer ça. Et donc, elles n'ont pas. Elles manquent de ressources pour les utiliser. Et c'est là que l'IA générative va intervenir. En fait, il suffira, et d'ailleurs on commence à avoir des cas d'usage, de plugger un agent conversationnel à votre base de données qui est dans le cloud. Et en fait, pour interroger cet agent conversationnel, lui poser des questions sur vos analytics, c'est quoi l'évolution de mon audience, sur vos campagnes, c'est quoi les coûts d'acquisition de ma campagne, et par exemple, social listening, c'est quoi les pain points de mes consommateurs. Ça, avant, vous passiez par une multitude d'outils avec des dashboards. Là, il suffira juste de poser une question en langage naturel et cette IA, cet agent va vous remonter les réponses. En filigrane, il y a quand même peut-être un changement notable pour le monde du marketing, c'est peut-être la fin du dashboarding. C'est vrai qu'on a énormément d'outils de monitoring et finalement, s'il suffit de poser une question à un agent qui va piocher dans une base de données, est-ce qu'on aura besoin de tous ces tableaux de bord? C'est peut-être moins vrai. Je n'ai pas la réponse là-dessus, mais c'est une interrogation je pense à avoir. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans le volet B2C, sur toute la dimension, les FAQ que personne ne lit. On voit des sites qui commencent à lancer des agents conversationnels. Il y a un exemple récent, c'est la régie d'M6 qui a lancé son assistant Cecilia. Et en fait, donc à Cecilia, c'est un assistant dopé à ChatGPT. Vous pouvez lui demander, si vous êtes acheteur média, c'est quoi l'audience de Top Chef, c'est quoi l'indice pricing d'un format spot 20 secondes, c'est quoi la TV segmentée, pourquoi je devrais faire la TV segmentée. Et donc, plutôt que d'aller dans des FAQ, vous pourrez demander à Cecilia. Et là-dessus, pareil, c'est à nouveau enlever des frictions et faciliter le changement. Le dernier point que moi que j'identifie qui est assez game changer, c'est le volet structuration.
C'est vrai qu'aujourd'hui, notamment avec la disparition des cookies tiers dont on parlait beaucoup au dernier événement, la plupart des entreprises elles commencent à se structurer, à mettre en place des data lakes, à se dire il faut absolument que j'ai de la donnée first party parce que je vais avoir beaucoup plus de difficultés à avoir de la donnée par mes partenaires tiers. Ça, c'est la théorie. La réalité, c'est que c'est très difficile à effectuer, ou du moins, c'est hyper chronophage. Parce qu'en fait, il faut créer une nomenclature de données, il faut s'assurer que la taxonomie de vos campagnes ensuite est respectée à la fois par vos collaborateurs et parfois aussi évidemment par vos prestataires. Et quand il y a de l'humain, forcément, il y a un petit peu de faiblesse, il y a un petit peu de flemme, et parfois, c'est mal effectué. Et là-dessus, l'IA générative entre déjà en piste. Un autre exemple récent que j'ai vu, c'est le cas des Échos. En fait, ils ont une trentaine de marques et ils se sont dit on va essayer de créer une base de données enrichie, mutualisée avec ces trentaines de marques. Ils sont arrivés à 13 millions de profils enrichis. Et ça a été quand même assez fastidieux à effectuer parce que la CDO des Échos expliquait, par exemple, sur le champ métier qui était renseigné auprès de chacun de nos marques, on avait près de 6000 références. Aller créer un cluster, une segmentation fine avec 6000 références. Et ce qu'a fait l'IA, en fait, c'est qu'elle a mutualisé ces 6000 références en les mettant sous 15 segments qui correspondaient à des différents métiers. Par exemple, un acheteur média, c'est pareil qu'un annonceur. Et en réalité, ça, l'IA générative est capable de le comprendre. Et derrière, elle a créé ces sous-segments un peu plus homogènes. Donc, on gagne en efficacité et on gagne aussi on enlève des frictions, on gagne en facilité d'utilisation. Une des technologies dont je vous parlais, c'est la data clean room, qui a vocation aussi à être de plus en plus utilisée parce que dans un monde où il n'y a plus de cookies tiers, les marques vont de plus en plus s'échanger leurs données dans ces environnements sécurisés que sont la data clean room. Sauf qu'en fait, pour utiliser une data clean room, il faut maîtriser SQL. Donc c'est plutôt le talent de data scientist. Il faut que dans l'idéal, ces data scientists, ils aient quand même aussi une compréhension business, ce qu'ils n'ont pas toujours. Donc c'est compliqué. Et là, de la même manière, on peut s'imaginer mettre une interface conversationnelle entre le collaborateur marketing et sa data clean room et finalement enlever ces frictions. Alors là, forcément, vous vous demandez, au vu de tout ce qu'il nous raconte, est-ce que l'IA générative va remplacer les consultants ? Et c'est vrai qu'on voit pas mal d'articles anxiogènes. J'ai vu un article dans le Figaro, une consultante d'un cabinet de conseil qui disait mon job a été supprimé parce qu'en fait, tout ce que je faisais, c'est une IA générative qui l'a fait. J'ai vu un cabinet de conseil aussi invoquer l'IA générative au moment de faire des licenciements. Alors, il y a quand même pas mal de fantasmes dans la réalité, comme le disaient la plupart des consultants avec qui je le discutais. Bon, alors peut-être que c'est de la méthode Coué parce qu'ils sont en danger, mais ils me disaient en réalité, oui, si on prend par exemple l'exemple du dashboarding, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire s'assurer que c'est les bonnes données qui vont nourrir le modèle et derrière s'assurer aussi en sortie que les insights donnés par le modèle sont les bons, il y a quand même besoin d'humains. Et donc en réalité, peut-être que la Gen AI, et c'est un peu le mot tarte à la crème, va plutôt faire des marketeurs augmentés. Et il y a cette phrase qu'a prononcée quelqu'un de chez Google, j'ai vu ça sur LinkedIn à un event Google il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en fait, vous ne serez pas en concurrence avec l'IA générative, vous serez en concurrence avec des consultants qui maîtrisent l'IA générative. Et ça, c'est important, je pense, à comprendre, parce que le consultant dopé à l'IA générative, il est quand même assez balèze. On a une étude qui a été faite par la Harvard Business School et le MIT sur le pire des cols blancs, entre guillemets, le consultant de chez BCG. Ils ont pris 700 consultants BCG, ils leur ont donné 18 missions, analyser un segment d'audience, créer un communiqué de presse, faire une note inspirante sur un produit qui est révolutionnaire. Et donc sur ces 18 tâches, ils ont pris un consultant finalement qui n'utilisait pas l'IA générative, un consultant qui utilisait l'IA générative et un consultant qui utilisait l'IA générative, mais en plus avec un expert de prompt. Et ce qu'on voit en fait, c'est que les consultants qui utilisent l'IA générative, en réalité, ils sont 25% plus rapides, ils sont 40% meilleurs, donc le travail de meilleure qualité, et en plus, ils sont 12% plus productifs. Et ce que l'étude démontre aussi, c'est que c'est particulièrement prégnant chez les consultants qui, sur les items un peu qualité, étaient le moins performants. Donc, ChatGPT était encore plus efficace avec les consultants les moins bons. Donc, on voit du coup que ça va être un booster de performance. Et donc, du coup, comme je suis sympa, je vais vous partager des petits conseils pour essayer justement, vous aussi, de bien utiliser ces technologies. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans la technique parce que ça va être aussi l'objet des prochaines tables rondes. On va dire que c'est plutôt des bons réflexes à avoir.
Déjà, le premier truc, je pense à avoir en tête, c'est que le prompt magique n'existe pas. Donc, n'écoutez pas les gens sur LinkedIn qui vous proposent des packages de 500 prompts à 1000 euros pour booster votre marketing. Regardez les formations un peu en prompt engineering avec circonspection, parce qu'en fait, là, en réalité, et ça, la plupart des experts sur le sujet sont unanimes, c'est pas tant le talent du conteur qui importe, même si évidemment, il faut quand même apprendre à obéir à certains codes quand on parle avec une IA générative, mais c'est surtout son expertise. Moi, perso, je m'étais dit, avec l'IA générative, je vais commencer à faire des illustres sur Minted, et en fait, je me rends compte que je galère, parce qu'en fait, je suis pas DA, je suis pas photographe, et en fait, c'est hyper important, ces compétences-là, pour qu'on ait un rendu de qualité, et c'est la même chose pour un avocat qui va utiliser un outil de GenAI que pour un marketeur qui va utiliser un outil de GenAI. Si vous êtes un marketeur et que vous demandez du coup, à votre outil de vous créer un plan média, c'est important que vous lui donniez les bons objectifs, par exemple. Est-ce que c'est plutôt capter des parts de marché? Est-ce que c'est préserver la marge? Vous-même, vous connaissez votre positionnement produit, etc. Donc, c'est important de garder en tête cette dimension. Et j'en viens au deuxième point, qui est de ne pas oublier les contraintes. Les contraintes, c'est vrai que c'est hyper important quand on parle à une IA générative. Il y a déjà la contrainte réglementaire. Je prends l'exemple d'un alcoolier, par exemple, qui va demander à un outil d'IA générative de lui faire un plan média. Il faut qu'il lui rappelle quand même qu'il y a la loi E20, qu'il ne peut pas du coup faire ce que fait un fabricant d'automobile en termes de plan média. Il y a des contraintes aussi, évidemment, de prix que vous pouvez avoir. Si votre direction vous dit on va devoir diminuer le budget acquisition de X%, il faut le partager à l'IA. Si aujourd'hui on voit qu'on a de plus en plus de marques qui intègrent des contraintes de carbone pour faire aussi bien qu'avant, mais avec un poids carbone moins important. Tout ça, c'est des choses, des paramètres à intégrer. C'est un peu comme dans les approches d'ailleurs, marketing mix modeling, c'est un peu le même fonctionnement là-dessus. Le troisième point, c'est évidemment de challenger les rendus. On revient à l'importance de la dimension humaine. On parle des fameuses hallucinations. Donc c'est important, évidemment, de vous assurer que l'IA générative vous a donné quelque chose de pertinent. D'ailleurs, c'était un des autres constats de l'étude du MIT et de Harvard Business School, c'est que sur certaines typologies de consultants les moins expérimentés, en fait, les résultats étaient même contre-productifs parce qu'en fait, ils avaient une foi aveugle dans l'IA générative et du coup, ils arrivaient à des choses qui n'étaient pas bonnes du tout. Et le dernier point dont on parlera tout à l'heure avec Pierre Aran de chez 55, c'est de trouver le bon modèle de langage parce que comme vous allez le voir à travers notre échange, toutes les IA génératives et tous les modèles de langage ne se valent pas selon les tâches et ce que vous avez envie de faire. Je pense que c'est important d'avoir tout ça à l'esprit parce que moi, une des craintes que j'ai par rapport à la démocratisation de l'IA générative, c'est qu'en fait, en utilisant tous les mêmes outils, en utilisant un peu tous les mêmes données, les mêmes réflexes bêtes et méchants, on arrive un peu à une sorte de maelstrom, de conformisme, où on fait tous un peu la même chose, un peu comme je trouve que Pinterest et Airbnb, qui sont des super services quand même, ont contribué à faire on ait tous un peu les mêmes goûts avec la même table scandinave, les mêmes lampes un peu stylées. Et c'est vrai que je pense que sur l'IA générative, c'est une dimension à laquelle il faut faire très attention parce que ce qui fait la force d'une marque, c'est quand même son brand equity, c'est son positionnement, c'est ce qu'elle apporte à ses consommateurs. Et ça, l'IA générative qui vous a écrit un poème sur votre chien, elle l'aura pas forcément en tête. Donc c'est important de lui rappeler et d'avoir du recul. Un dernier point, parce qu'on approche au terme de cette présentation, c'est qu'il y a quand même quelques obstacles sur cette route. Il y a d'abord le sujet de la data privacy. Je pense que tous les annonceurs ne seront peut-être pas enclins à mettre leurs données pour nourrir les modèles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne le feront pas avec les agents conversationnels les plus connus comme ChatGPT, Bard et compagnie, qui sont en fait des modèles ouverts, et on voit d'ailleurs la plupart des acteurs du cloud, Amazon, Google, Microsoft, commencer à packager des offres où vous utilisez leur agent conversationnel, mais dans un environnement fermé. Donc vous assurez que ces données, elles sortent pas. Donc en cela, le volet data privacy pour les annonceurs, je pense que peut-être pour des annonceurs comme banque, assurance, etc., ça peut être touchy, mais dans l'ensemble, ce sera pas trop un problème. Ce qui sera peut-être plus problématique, c'est le sujet des données qui vont alimenter ces modèles-là. Les sites médias sont mis à contribution. Il faut savoir qu'il y en a de plus en plus qui bloquent aujourd'hui
l'accès en fait aux robots des IA génératives. Il y avait une étude qui montrait que la moitié des 1000 sites étudiés bloquaient cet accès-là. Pourquoi est-ce qu'ils le font? D'abord, il y a une problématique de droit d'auteur. Ils se disent finalement, moi j'entraîne l'IA générative, mais je touche rien là-dessus quand même, c'est quand même problématique. Et ça l'est d'autant plus qu'on voit aujourd'hui se démocratiser ce qu'on appelle la Search Generative Experience. Ça l'est d'autant plus que, par exemple, on peut imaginer qu'à terme, quand un utilisateur il ira sur Google, en fait, le moteur de recherche il va plus lui afficher une liste de liens vers des articles, il va juste lui afficher le résultat directement grâce au robot conversationnel, et ce résultat, ce sera une digestion de plusieurs articles qui ont été lus. Donc, on capte de la valeur sur ce que je crée, et en plus, on détourne du trafic. Et moi, j'avoue que, par exemple, moi, Minted, qui écrit sur la publicité digitale, si à terme, j'ai une IA générative qui crunch tout ce que j'ai écrit sur mon site pour donner des réponses, par exemple, sur la TV segmentée ou le retail média, des sujets que je traite, ben, ça ne va pas me plaire parce que ça va mettre en péril mon modèle économique. Donc là-dessus, il y a quand même un point qui peut être bloquant. L'autre point bloquant, et qui le sera particulièrement pour l'Europe, c'est le sujet de la régulation. Vous savez qu'il y a des réflexions aujourd'hui sur un IA Act. Il y a la CNIL qui a publié récemment ses lignes directrices sur le sujet. Et évidemment, là-dessus, je n'ai pas de réponse. Mais la grande crainte qu'on a, c'est que cette régulation, un peu comme le RGPD, a beaucoup bloqué quand même pas mal d'entreprises européennes. Elle crée une nouvelle distorsion concurrentielle entre les entreprises européennes et les entreprises américaines. Donc c'est un autre point de vigilance. Un troisième point que je vous ai mis, qui est un peu plus peut-être philosophique, mais c'est vrai que l'IA générative, elle est quand même très gourmande, notamment sur toute la dimension entraînement. C'est hyper gourmand en carbone, et peut-être qu'on peut se dire qu'à terme, ça va créer des frictions. C'est vrai qu'on a tellement de facilité à créer du contenu aussi avec ces IA-là, qu'on peut se demander parfois est-ce qu'on a besoin de créer des dizaines et des quinzaines de contenus quand on est, nous, agence, et qu'on teste une idée. En tout cas, je pense que voilà, cette dimension, ce signal qui est de moins en moins faible, qui est de attention à mon coût carbone, il peut avoir un impact sur la démocratisation de l'IA générative, même si, comme me rétorquait un consultant, et c'est très juste, on peut se dire aussi que la démocratisation de l'IA générative, elle fait que vous n'avez plus besoin d'aller à Dubaï ou dans les îles pour un tournage publicitaire, parce qu'il suffit de faire appel à une IA bien rodée, que là-dessus, vous faites aussi de l'économie carbone. C'est un point que je voulais relever. Et le dernier, finalement, et c'est, je pense, classique à tous les sites d'adoption des nouvelles technologies, c'est de faire preuve de patience. Je regardais une infographie qui était relayée par un analyste tech qui s'appelle Paki McCormick, qui montrait, l'iPhone est sorti en 2007, il montrait la période d'apparition des principales applis qu'on utilise et que je vous ai montré au début. C'est quand même écoulé quelques années parce que Uber, c'était 2008, Instagram, c'était 2010, TikTok, c'était encore plus récent. Et c'est vrai que finalement, là, ça fait qu'un an. Et donc, il va falloir faire preuve de patience, et d'autant plus que voilà. Et après, j'arrête avec ma petite revue de presse. Hier, j'ai lu un article sur MNBC, un analyste qui disait qu'il allait avoir une cold shower peut-être en 2024, parce que c'est vrai que les prix des chips qui alimentent du coup les modèles, que tous les coûts d'entraînement de l'IA allaient sans doute exploser. Et peut-être que ça allait devenir de plus en plus cher, et que pouvait y avoir peut-être une sorte de freeze au niveau des investissements sur 2024, et qu'après cette forte période d'amélioration et des modèles, on allait peut-être avoir un certain ralentissement en 2024. Voilà pour la présentation. J'espère que ça vous a aidé à vous voir plus clair. Le but, c'était un peu de voir des grandes lignes sur ce sujet, parce que maintenant, on va avoir des cas d'usage plus précis. On va pour les IA génératives, mais pas que. Et on va commencer par un premier use case qui sera sur l'intelligence artificielle en tant que telle, et comment elle peut nous aider à optimiser nos investissements médias avec DBI et Michelin. Et pour parler de ce sujet, je vais appeler sur scène Thomas Chéniaud, qui est partenaire chez DBI, et Alice Bourseau, qui est Digital Performance Manager chez Michelin. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on a été introduits, parfait. Rapidement, pour vous introduire Michelin dans la data, en 2023, c'était 56 initiatives différentes dans le monde qui donnent lieu à des solutions data-driven. Donc on a un peu l'habitude chez Michelin d'aborder ce type de sujet. Et du coup, naturellement, on a été très sensibilisé avec l'utilisation de notre first party et le fait que dès 2024, on sera dans un monde cookie-less. 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 20
Donc, comment on va gérer notre média? Comment on va gérer nos données? On s'est posé la question et l'année dernière, on a mis en place avec DBI une Google Cloud Platform pour stocker l'ensemble de nos données et arriver à les activer de manière un peu plus, on va dire, industrialisée et maîtrisée. Donc, Oui, donc en fait, ce qu'on a, le départ du projet, ça a été de pouvoir combiner toutes les données qui sont issues des campagnes médias et des parcours sur site. L'objectif, c'est de construire un asset data qui nous permet de se reposer sur la first party data de Michelin. Donc on a créé cette Google Cloud Platform qui nous permet de boucler la boucle avec la Google Marketing Platform. Donc le point de départ, ça a été de pouvoir migrer de l'ancien serveur qu'utilisait Michelin, qui était SizeMake, sur Campaign Manager, et donc d'avoir toute la suite qui nous permet de mesurer les parcours clients depuis une exposition média jusqu'au lead sur le site Michelin, qui est donc un acteur B2B2C, donc qui n'a pas accès au client final, puis jusqu'à la mesure des ventes sur les partenaires retailers pour avoir une vision holistique des parcours clients. Ce jour, on est conforté dans le choix de la migration ad server avec les actualités récentes, parce qu'on sait que l'année prochaine, on n'aura plus SizeMake. Donc cet écosystème nous permet d'avoir l'ensemble de la donnée qui est centralisée et de commencer à industrialiser les cas d'usage. Donc le premier use case qu'on a mis l'année dernière en place sur l'IA, c'était un use case d'attribution de data-driven, donc avoir une vision contributive de la performance de chacun des leviers sur le business, qui s'affranchit du last click et qu'on ait vraiment une vision qui soit contributive, basée sur l'IA, qui va nous donner un poids de chacun des parcours. Ça nous permet en output d'avoir une vision qui est centralisée dans un dashboard chez Michelin. Ça, c'est quelque chose qu'on pousse pas mal chez nos clients, que l'infratechnique soit directement au nez chez le client, et d'avoir un dashboard qui est partagé chez toutes les équipes, évidemment internes Michelin, et également toutes les agences. Ça évite du coup des discussions qui peuvent être assez chronophages sur les différences des cartes de stats qu'on peut avoir entre différentes lectures. Donc on a une source de vérité qui est partagée à l'ensemble des pays, l'ensemble des agences et l'ensemble des marchés. La deuxième famille de use case, c'est tout ce qui est utilisation de l'IA au service du business. Donc tous les cas d'usage qu'on va vous décrire sur comment utiliser la donnée first party pour optimiser le ciblage et également pour nourrir des strats, que ce soit de personnalisation, on en parlait tout à l'heure de DCO, ou de personnalisation de parcours. Effectivement, et on a un cas d'usage qui est celui qui utilise le plus d'IA chez Michelin, qui est le modèle DDA. Donc on a construit un Data-Driven Attribution Model spécifique Michelin qui prend en compte l'ensemble des micro-KPI qu'on a sur les sites Michelin, qui sont liés à ce que nous on appelle chez Michelin de la lead generation. Juste pour vous voyez de quoi on parle, en fait les sites Michelin, c'est un des moyens pour un consommateur de trouver un pneu, et en l'occurrence un pneu Michelin. Donc on a un moteur de recherche interne qui permet d'aller chercher un pneu, d'avoir de l'information sur des pneus, avoir de l'information sur les dealers. Tout ça, ça peut générer des micro-conversions. Et avec le modèle d'attribution qu'on a construit spécialement pour Michelin, ça nous permet d'aller chercher de la performance là où on n'était qu'au last click. Alors finalement, le last click, ça peut être très bien, mais ça n'attribue de la valeur qu'à la dernière interaction. Et par conséquent, tout ce qui s'est passé avant, toutes les audiences qui pourraient avoir quelque chose qui finalement nous intéresse, sont laissées de côté. Donc on a mis ça en place. Tout d'abord, on a créé un algorithme spécifique Michelin qu'on a testé, c'est-à-dire on a fait un premier niveau d'analyse sur un certain nombre de pays. Et ce qui est ressorti, et là c'était vraiment intéressant, c'est qu'à partir du moment où on prend l'ensemble des interactions, eh bien, nous ce qu'on veut voir c'est la performance média. Et il y a 2 canaux qui sont ressortis qui étaient complètement invisibles et très chers pour Michelin, en tout cas en termes d'acquisition de leads, qui étaient le display et le social. Et là, ça nous permettait de regarder un petit peu avec un peu de recul en disant, en fait, non seulement ces canaux sont bien plus importants qu'on pense, mais on ne peut pas s'en passer. Donc, premier élément d'analyse. Ensuite, ce qu'on a fait, et on a quasiment fini de le faire, c'est de le déployer worldwide. On a un modèle, on a fait un premier niveau d'analyse, ça fonctionne, on le déploie. Et du coup, la deuxième étape, une fois qu'on a pu tester le modèle sur la partie mesure, ça a été de le déployer sur la partie activation. Donc le premier output d'un modèle d'attribution de data-driven, c'est de mesurer la performance. Comme on l'a créé sur GCP, on a des pipelines qui vont nourrir les plateformes d'activation. Donc tous les enseignements qu'on va tirer d'une mesure data-driven sont activables directement dans les plateformes.
Donc l'enjeu ensuite, c'est de pouvoir optimiser les campagnes médias avec cet algorithme qui va prendre en compte justement tous les leviers qui contribuent à la performance. Et donc l'objectif, c'est un test qu'on a fait en début d'année sur la France, d'optimiser une campagne. Là, dans ce cas-là, c'est une campagne PMax avec le modèle data-driven qu'on a mis en place pour pouvoir nourrir une campagne PMax, non pas uniquement de la vision paid media, mais de la vision de tous les leviers qui vont générer de la performance, y compris l'organique ou le direct. Donc on a vraiment toutes les sources de trafic qui vont être intégrées. Et donc pour pouvoir mesurer cela, on a mis en place une étude causal impact. Donc rapidement, c'est ce qui nous permet de mesurer un changement d'optimisation ou un changement même UX sur un site. On va prendre en compte un historique de données sur lequel on n'a pas encore fait la modification. Ça va prédire les performances suite à la modification sur lesquelles on rajoute la donnée qui est mesurée. Et on intègre dans cette mesure des groupes de contrôle qui ne sont pas impactés. Dans ce cas-là, on applique tout le trafic organique. Et ça nous permet d'avoir une mesure qui est avec un taux de fiabilité qui est au-dessus de 95%, donc une donnée qui est très fiable. Et sur ce case, on a pu mesurer un uplift de 54% des conversions sur un KPI d'engagement. Donc l'objectif, c'est bien sûr de pouvoir scaler ce type d'approche sur d'autres KPI, d'autres marchés, ce qu'on est en train de faire, et de pouvoir donc avoir une approche qui est vraiment basée sur l'IA au service de la perf, dans ce cas-là sur le ciblage. Mais également, ce qu'on est en train de déployer sur plusieurs pays, c'est de pouvoir tester une optimisation du média sur la valeur générée pour la marque. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on met en place sur des pays en Europe. Comment je peux piloter une campagne, non pas sur un volume de leads généré pour Michelin. Donc quand un visiteur arrive sur le site de Michelin, il va faire ce qu'on appelle, il va choisir un pneu, donc il a tout un parcours à faire. Et chaque pneu va avoir une marge différente. Donc on a une vingtaine de produits différents multipliés par le nombre de dimensions qu'on peut avoir pour chacun des produits, ce qui nous fait plus de 2000 références. Sur ces 2000 références, on a des marges qui sont très très différentes selon la dimension du pneu notamment. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une table avec les 2000 marges qui correspondent aux 2000 produits. C'est la donnée qui est très confidentielle, donc on l'a hébergée en server-side sur le compte GCP de Michelin. Et à chaque fois qu'on a un lead qui est généré sur le site de Michelin, le tag qui mesure la conversion, qui est donc server-side, va aller chercher la donnée de marge associée sur le GCP de Michelin, l'envoyer au serveur de Google, ce qui veut dire qu'un visiteur n'aura jamais accès à cette donnée-là. Et ensuite, la campagne va maximiser le ciblage pour faire venir des personnes qui ont le maximum de valeur, donc le but étant la valeur étant la marge dans ce cas-là. Donc c'est des projets qui nous permettent de maximiser la valeur et donc la marge générée pour chacune des campagnes. Donc on change de KPI qui était avec des objectifs annuels de volume de leads. Et donc l'objectif, c'est pour l'année prochaine d'aller chercher plus des objectifs de valeur pour l'entreprise et de pouvoir scaler aussi cette approche-là sur d'autres leviers. Voilà. Et pour finir là-dessus, on va un peu plus loin. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu, on est manufactureur. Donc on vend des pneus à des revendeurs qui revendent à des clients finaux. Et nous, notre problématique, c'est d'arriver à vraiment capter ces ventes finales. Donc, à travers ce que vous a dit Thomas, et notamment le value-based bidding, puisque c'était ça dont on parlait, eh bien, on va aussi rajouter, on est en train de finir de le construire, un KPI qui est plus business, qui est la capacité à identifier des visites en point de vente suite à une exposition média, ou pas d'ailleurs, qu'on va coupler ensuite avec, on va dire, des données Michelin de vente réelle, arriver à définir une valeur. Et tout ça, ça va entrer dans cet écosystème-là, et on va piloter à la valeur de marge, puis la valeur estimée proche du réel. Voilà. C'est ça, 2024 pour Michelin. Bah, je pense qu'on a fini. Hein. Je suis de retour, j'étais caché dans le couloir. On va enchaîner, on va revenir à l'IA générative, mais avant ça, on a un petit jingle. Voilà, petit instant mélomane. Et on va appeler sur scène Pierre Aran, co-CEO de chez 55, et on va continuer, Pierre, à échanger sur le sujet de l'IA générative. Donc, bonjour à tous. Bonjour Pierre. Comme je l'ai rappelé en intro, ça fait quasiment un an que ChatGPT est entré dans nos vies et qu'on parle tous d'IA générative. Quel bilan est-ce que tu tires, toi, en préparant
Cette intervention, tu me disais quand même que la hype était peut-être un peu en train de retomber et qu'au fond, c'était tout ce qu'il y a de plus normal. Oui, absolument. C'est le cycle habituel d'adoption des nouvelles Passe la technologies. parce que je crois que tu as des slides aussi à passer. C'est le cycle habituel d'adoption des nouvelles technologies qui passe toujours par cette phase de hype, d'engouement fort, où les gens s'enthousiasment peut-être un peu trop. Les attentes à court terme sont un peu peut-être exagérées. Tout ça avant que le soufflet retombe un peu. Et en ce qui concerne l'IA générative, je pense que le buzz est vraiment assourdissant, donc n'échappera pas à ça. Et le meilleur exemple, je pense que c'est ChatGPT. ChatGPT qui était le service le plus rapide de l'histoire de l'humanité à conquérir 100 millions d'utilisateurs, donc un cap qui a été franchi en 2 mois seulement, donc plus rapide que TikTok ou YouTube en son temps. Après, il a été dépassé par Threads, je crois. C'est pas toujours un bon signe d'arriver trop vite. Threads d'Instagram, donc arriver à 100 millions, c'est pas toujours un bon signe. Ouais, exactement. Alors après, j'ai vu ce genre de choses. Après, on peut en débattre. Je pense pas que ce soit vraiment un nouveau service. C'est plutôt une fonctionnalité dans un service qui existait déjà avec une base d'utilisateurs. Là, on parlait vraiment de quelque chose de vraiment nouveau où des gens se sont mis à utiliser quelque chose de nouveau. Et par contre, après avoir eu ce démarrage très rapide, l'audience de ChatGPT a culminé au mois de mai et depuis décline lentement puisque le nombre de visites mensuelles a décliné depuis. Alors, est-ce que ça signifie que l'IA générative sera bientôt oubliée? On n'en parlera quasiment plus, comme aujourd'hui, on parle quasiment plus du métaverse ou du Web3. Je pense pas. Je pense que tu l'as dit, Sébastien l'a dit, on a tous cette sensation d'être un moment quand même de pivot. On a un peu l'impression d'avoir vu l'avenir. Et en plus, l'IA générative se repose sur une décennie d'innovation d'IA. Donc, on voit encore un exemple avec Michelin du genre de projets qu'on a pu mettre en œuvre avec l'IA, le machine learning, et on peut s'appuyer sur des plateformes cloud comme Google Cloud pour déployer ça. Et enfin, le potentiel de l'IA générative est réellement immense et très concret pour transformer les entreprises et gagner en productivité. Après, sous réserve de réussir à relever 3 défis, tu me disais, pour réussir à déployer justement ce sujet de l'IA générative. Exactement. Quels sont-ils ? Parce que le potentiel est clair, mais aujourd'hui, je pense que tout le monde part d'IA générative. Chacun y va de son projet. Nombreux seront certainement être un petit peu déçus des résultats parce qu'ils n'ont pas forcément respecté les règles de base pour réussir ce genre de projet. Et la première, t'en parlais un petit peu, je pense que c'est d'avoir vraiment des cas d'usage pertinents et précis. Parce qu'il ne s'agit pas de faire de l'IA générative pour faire de l'IA générative. L'IA générative trouvera de la valeur si elle trouve une vraie utilité. Donc il faut se poser des questions comme tout simplement quels sont les bénéfices concrets et mesurables que je vais atteindre, quels sont les coûts associés, est-ce que ça passe à l'échelle, quels sont les enjeux de protection des données, etc. Et répondre à ces questions de façon précise, c'est ça qu'on appelle définir des cas d'usage précis. Et d'ailleurs, quand on a eu accès en bêta au LLM des grandes plateformes en début d'année, la première chose qu'on a faite, c'est définir 6 cas d'usage précis de l'IA générative appliquée aux organisations marketing digital et qui peuvent apporter la valeur tout de suite. Donc, on a cité quelques-uns et ça se recoupe globalement à ce que tu disais. Mais aussi, de la même manière, cet été, on a mis en œuvre un des tout premiers projets de Generative AI pour Concentric Web Helps. Concentric Web Helps, c'est un des leaders mondiaux de l'externalisation de forces de vente et de services clients. Et une des clés de la réussite de ce projet-là, c'est non seulement la maîtrise de la technologie, mais c'est aussi d'avoir travaillé en forte proximité avec leurs équipes commerciales pour identifier les moments clés du processus de vente B2B où la générative AI pouvait apporter la valeur, que ce soit en termes de connaissance des prospects, de discours commercial ou de rédaction des emails de suivi. Donc la phase audit est au moins aussi importante que le déploiement pour ne pas aller dans la mauvaise direction. Ouais, exactement. Tu as un autre point sur l'arbitrage des performances entre performance et coût des modèles. Exactement. Ouais. Parce que ça, il suffit pas d'avoir de bonnes idées, il faut que la technologie fonctionne. Et tu le disais, tu le rappelais, les IA génératives hallucinent. Donc ça veut dire que c'est un mot élégant pour dire que ça bug parfois. Et elles n'ont pas moyen de le savoir parce qu'elles donnent une réponse quelle que soit la question. Et voilà. Et la performance, donc le taux de réponse satisfaisante, va dépendre très largement du cas d'usage. Et il n'y a pas de performance absolue des modèles, il faut les soumettre. Et il y a des choses simples, parfois des multiplications de plusieurs chiffres, qu'elles font très mal. Et il y a des choses éblouissantes dont on a tous été impressionnés. Donc c'est pour ça que nous, pour nos cas d'usage, pour lesquels on a développé des prototypes qui fonctionnent,
on a mis en place un banc d'essai qui permet de comparer tous les modèles disponibles, ceux de Google, ceux d'Amazon, ceux d'OpenAI, et de comparer cas d'usage par cas d'usage. Je crois qu'on avait prévu même une illustration voilà, de ce banc d'essai. Quel est le taux de performance, de réussite pour un cas d'usage précis? Ouais. Et donc sur les performances des GenAI, tu disais, donc là on a parlé dans les modèles de langage. Après c'est peut-être sur les produits, tu sais que c'est quand même très hétérogène. Qu'il y avait eu certains produits sur lesquels on a des attentes et finalement on voit que rien n'arrive. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton point de vue là-dessus? Ouais, absolument, parce que on voit là que les performances dépendent d'un cas d'usage à l'autre. Donc il y a des choses qui vont bien faire, d'autres moins. Et ensuite la tolérance au manque de performance va varier. C'est-à-dire que 10% de taux d'échec, ça peut être très bien si je veux corriger la taxonomie d'une campagne média dont je sais qu'elle est erronée. Si je veux avoir un tableau de chiffres pour prendre des décisions sur mes investissements de marketing, 10% d'erreur, c'est inacceptable. Donc, de la même manière, je pense que tous les outils là, de productivité, aussi bien côté Google Workspace que Microsoft Office, ont été très marketés en avant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas encore arrivés. Là, ils sont en bêta privée. Et certainement que la mise au point était très, très délicate parce que avoir un résumé d'une conférence de 2 heures de façon automatique, c'est très intéressant. Mais si j'ai des messages qui sont faux, ça pose un problème. Donc la mise au point est certainement très difficile. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la mise au point, la performance, on peut largement l'améliorer avec le pré-prompting. Et c'est vrai qu'au début, on lisait, on entendait parler de prompt engineering. Moi, je pensais que c'était un peu du bullshit. Ça me disait, non, mais c'est juste bien formuler des questions, c'est pas un travail d'ingénieur. Et en réalité, on se rend compte que, il y a un besoin de travail, de structurer les demandes de façon très systématique qui s'apparente quand même à un travail d'ingénieur. Le meilleur exemple, je pense, c'est le projet qu'on a développé et qui a gagné un prix la semaine dernière, sur interroger une base de données de performance média et en retirer des insights. Donc un CMO peut poser en langage naturel des questions qui pourraient lui venir à l'esprit. C'est quoi la performance des campagnes en ce moment? Comment est-ce qu'elle évolue au cours des 12 derniers mois? Montre-moi le top 5 des pays de spend sous forme de pyramide, etc. Et on les répond avec les graphes qui vont bien. Ça, en réalité, on ne l'a pas inventé. On a vu une démo de Power BI de Microsoft en janvier qui démontrait ça. C'est un produit qui n'est toujours pas sorti parce que quand on a essayé, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de taux d'erreur. Parce que c'est très difficile d'avoir un projet comme ça qui marche de façon générique sur n'importe quelle base de données. Ouais. Par contre, quand on sait que c'est du média et que c'est une base de données qu'on connaît bien, parce que c'est nous qui l'avons montée dans une plateforme cloud pour un annonceur, comme on peut le faire pour Renault, Dyson, Hilton, etc., c'est une donnée qu'on maîtrise, on sait les paramètres, sa structure, et ça permet d'apporter un pré-prompt très précis et d'éduquer le modèle spécifiquement pour répondre à ces questions-là, et là d'avoir des résultats très satisfaisants. Oui, parce que ce que tu rappelais aussi, que c'est pas tant l'algo de la machine qui fait la différence que la donnée qui va alimenter qui va l'alimenter en fait. Absolument. Et c'est là où on se rend compte que les modèles varient dans leur performance, on le voit, mais varient à la marge quand même. Et ça, je pense que c'est pas une promesse, mais c'est une erreur qu'ont fait beaucoup d'observateurs. Quand ChatGPT est sorti en novembre dernier, en réalité GPT existait depuis des années. Il faisait déjà plus ou moins tout ce qu'on a découvert, le grand public a découvert avec la version ChatGPT, mais sinon le moteur de LLM existait, et donc est sorti avec la version 3.5, avec 175 milliards de paramètres entraînés dans le modèle. Et puis très rapidement, on a dit, attention, il y a la version 4 qui arrive avec 1 trillion de paramètres. Et on a dit, alors attendez, ça va être 10 fois plus de paramètres, donc il va être 10 fois plus intelligent. Là, on va être dominé par cet outil-là. En fait, non. Un modèle plus complexe, ça veut pas dire qu'il est plus performant. Ce qui rend les modèles plus performants, c'est surtout la taille de la base de données et la qualité de la base de données qui sert à l'entraîner. Et ça, pour le coup, tous les grands modèles sont à peu près sur un pied d'égalité, c'est-à-dire qu'ils sont entraînés, que ce soit Bard ou les autres, avec grosso modo tout le web visible. Donc ils partent sur un pied d'égalité et c'est à la marge ensuite qu'on arrive à différencier. Pour prolonger ton propos, tu as même pu voir un exemple où GPT-3 était plus performant que GPT-4. De façon assez étonnante, effectivement. On a un cas d'usage où effectivement GPT-4 fait plus d'erreurs que 3.5. Et on l'interprète en se disant que le GPT-4 est plus complexe, donc on essaie de prendre en compte plus de paramètres, plus de contraintes.
Et ce faisant, finalement, arrive à plus d'erreurs. Où là, finalement, 3.5 se concentre sur quelques contraintes fortes, parce qu'on met un ordre de priorité dans les contraintes, et finalement, fait preuve de plus de bon sens. En C'est un voulant cas être particulier. moins granulaire, il est finalement plus clair, quoi. Exactement. C'est un cas particulier, ça ne faut pas généraliser. En tout Ouais. cas, ça montre que Voilà. il faut tester les modèles et les comparer, et au cas par cas, on aura des résultats différents. Et mettre en perspective avec le coût aussi, évidemment, parce que Alors, c'est une variable hyper importante. Absolument, parce que je disais, plus de paramètres, ça ne veut pas dire plus de performance pour un modèle. Par contre, de façon certaine, ça veut Plus dire gourmand. plus de coûts. Ouais. Donc, GPT 4 a 10 fois plus de paramètres que GPT 3.5, et le coût est 10 fois supérieur aussi. Il faut se rendre compte que... Alors, le coût d'un modèle, comment ça se mesure? Ça ne se sait pas encore beaucoup. Si vous êtes dans la publicité, vous ne serez pas perdu, ça se mesure en coût par 1000 aussi. Mais ça se mesure en coût par 1000 tokens. Un token, c'est un maillon de la chaîne de caractères. Et vous payez à l'entrée, donc la chaîne de caractères que vous posez, et vous payez à la sortie aussi en fonction de ce qui sort. Et l'ordre de grandeur de prix de Bison, donc la solution GenAI de Google, c'est de l'ordre de quelques centièmes de centimes. D'accord ? C'est l'ordre de grandeur. Alors que les derniers modèles, dernière génération, comme GPT-4 ou Claude, c'est de l'ordre de quelques centimes par millier de tokens. Donc on voit, il y a un rapport de 1 à 100 entre un modèle comme Bard et les derniers modèles. Ouais. La performance, le rapport n'est pas de 1 à 100 ouais. du tout. Donc on revient à des arbitrages, du coup, rendus coût. Par rapport à ce sujet, comment du coup réussir dans ce nouveau paradigme, c'est quoi pour toi les compétences justement qu'il est indispensable d'acquérir pour devenir un marketeur augmenté à la GenAI? Alors évidemment, il faut maîtriser la technologie dans le sens où il faut qu'il y ait des gens qui la maîtrisent pour la mettre à disposition. Et d'ailleurs, je préfère d'ailleurs instaurer peut-être une nuance. Je pense qu'il y a deux moyens de consommer. Il y aura deux moyens de consommer la GenAI. Il y aura la GenAI qu'on consomme par des produits sur l'étagère. Tu parlais de Pencil, qui est un outil détenu par notre groupe qui permet de créer des campagnes de pub. Ça, à la limite, on nous dit qu'il y a de la GenAI dedans, mais tant mieux. Je suis sûr que Google, dans sa suite publicitaire, va insérer plein d'objets de fonctionnalités de DCO dans les mois qui viennent, et on utilisera de la GenAI sans le savoir. Invisible pour l'utilisateur, quoi. Ouais, ou Adobe Firefly, c'est une suite Adobe qui existe, et il y a des briques dedans qui fonctionnent. Après, il y a une autre approche qui est plutôt les projets que nous, on met en œuvre, c'est des projets custom, où effectivement, on accompagne un client dans l'intégration de GenAI dans ses processus pour être plus efficace. Donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui maîtrise la technologie. Mais avant tout, dans la mesure où nous, on est dans des projets custom, c'est, je pense, la compréhension fine des enjeux métiers qui permettra de trouver les bons cas d'usage, et surtout que ces cas d'usage soient adoptés par les équipes et intégrés dans les processus. Et justement, on ne peut pas vous suspecter de technophobie chez 55, mais tu as réussi à facilement implémenter justement la GenAI au quotidien, parce que peut-être que cette peur d'être remplacé, parfois, elle peut, et c'est humain, faire qu'on bloque un peu la démocratisation d'une techno. Ouais, tu as raison de poser la question, parce que je pense qu'au départ, pour moi, c'était évident que c'était une opportunité pour accompagner nos clients dans ces projets super innovants qui apportent beaucoup de valeur, et puis aussi pour nous, pour être plus efficaces. Je pense que voilà, ce slogan qu'on entend tout le temps, le risque, c'est pas d'être remplacé nous en tant que travailleurs, mais c'est de remplacer par des concurrents qui utilisent mieux la GenAI. Donc ça, c'est absolument sûr. Et je pense que c'était pas évident pour tout le monde. Et au départ, quand on a commencé à parler de ça en interne, il y a certaines personnes qui se sont dit, mais attendez, votre outil qui fait des dashboards automatiques, est-ce que ça compromet mon travail ? On ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde. Tout le monde voit l'opportunité. Mais aussi, il faut que les gens l'adoptent. Et donc, pour ça, on met entre leurs mains des outils. Selon moi, Bard, ChatGPT, c'est bien, mais c'est des outils grand public qui ne sont pas du tout adaptés au monde professionnel. C'est-à-dire que si on commence à mettre des données de nos clients dans ces outils-là, c'est une ligne rouge à ne jamais franchir. Donc, nous, c'est clair, c'est interdit. Par contre, on leur a mis entre les mains une interface qu'on a développée de façon ad hoc, qui est donc un outil de chat similaire. On peut choisir à quel modèle on s'adresse, soit les différentes versions de GPT, soit Claude, soit AI24, soit Bison dans ces différentes déclinaisons. Ça permet de comparer comment ça marche. Et ensuite, pour que chaque consultant ne réinvente pas la roue, en fonction de ce qu'il veut faire, écrire un mail à un client, écrire un mail en interne, faire du code, faire une synthèse de texte, en fait, on a fait un pré-prompt qui correspond donc à cette tâche-là et qui lui permet d'avoir tout de suite une réponse encore plus pertinente.
Et donc, comme ça, il commence sa session avec un pré-prompt bien documenté, bien rédigé, et en plus qu'on va enrichir au fur et à mesure du temps, parce que les consultants peuvent apporter du feedback en fonction de la réponse qu'ils ont eue. Et donc, s'ils disent, attendez, là, il s'est trompé, il n'a pas donné le truc, Ça permet d'améliorer. comme ça, on l'améliore, et ils ont entre les mains un outil qui est sûr. Et C'est une perpétuelle itération, du coup. Exactement. Merci beaucoup, Pierre. C'est déjà le terme de cette session. Est-ce que tu peux me passer la petite télécommande? Je t'en prie. Parce que je vais pouvoir présenter les intervenants de la table ronde suivante. Je vais te laisser nous quitter. Merci beaucoup. On l'applaudit bien fort. Et alors, du coup, on va discuter de l'optimisation des campagnes Google Shopping grâce à une segmentation plus fine des bases de données. C'est un use case qui est présenté par Arcane avec Maison du Monde. Et je vais appeler sur scène pour discuter de ce use case Denis Ravera, qui est Head of Data d'Arcane, et Victoire Clouet des Perruches, qui est Global Head Acquisition chez Maison du Monde. C'est à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous. Juste pour resituer un petit peu le contexte, donc Maison du Monde, donc acteur de l'ameublement et de la décoration, on a lancé notre marketplace il y a quelques années. Et donc on s'est retrouvé avec un catalogue de produits qui a fortement augmenté et qui est passé de 15 000 produits à plus de 200 000. Côté acquisition et plus particulièrement du coup côté SIA, on s'est rapidement du coup retrouvé confronté à un plafond de verre par rapport à nos investissements marketing et à la performance de nos campagnes. Historiquement, pourquoi déjà on s'est retrouvé confronté à ce plafond de verre? Historiquement, nos campagnes, elles étaient segmentées par catégorie de produits. Et donc, on avait du mal finalement à bien comprendre quelles étaient la perf de nos produits, quels étaient nos produits qui étaient bien performeurs, et surtout, on avait du mal à leur laisser bien la possibilité d'apparaître sur nos campagnes shopping, plus particulièrement sur Pimax. Du coup, on a voulu repenser une nouvelle segmentation avec plusieurs challenges. Le premier, c'était de s'assurer qu'on capitalise bien sur nos produits qui sont bien performeurs. Et le deuxième challenge, c'était justement de pouvoir bien identifier les produits sur lesquels on a un vrai potentiel de business, mais qui finalement sont dépriorisés avec une segmentation par catégorie de produits. Et donc pour ça, on a sollicité notre partenaire Arcane avec sa spécialisation data au service de l'activation média et plus particulièrement autour de leur technologie propriétaire SmartFit. Alors la question qu'on s'est posée avec Victoire, c'est justement comment on fait pour capitaliser sur ces produits best-sellers et aussi rebooster ces produits relais de croissance à très fort potentiel. Ce sont deux cas d'usage qui peuvent paraître simples, mais vous allez voir que dans la mise en application, ça nécessite de relever des défis à la fois sur la compréhension des enjeux métiers de Maison du Monde et également sur une dimension très technique et data. Et pour citer quelques-uns de ces challenges, le premier qu'on a rencontré, c'est celui de la mesure. Donc l'enjeu ici, c'est vraiment d'être capable de mesurer la performance de chacun des produits et surtout de qualifier leur potentiel business. Et donc, on a dû mettre en œuvre une collecte d'un certain nombre de signaux de différentes plateformes, médias et data, et surtout s'adapter à chaque particularité produit. Donc, concrètement, si on prend un exemple des nouveaux produits vendus sur la marketplace dont parlait Victoire, sur ces nouveaux produits, finalement, ni les données Google Ads, ni les données Google Analytics, ni même les données de vente back-office ne permettent de qualifier leur potentiel tout simplement par faute d'historique. Et donc, pour répondre à ce cas-là, on a dû exploiter un nouveau signal qui était la notion de compétitivité tarifaire. Donc, on est allé exploiter les données de l'API du Google Merchant Center pour être capable de mesurer sur un nouveau produit est-ce que le prix vendu sur la marketplace est meilleur ou moins bon que ces mêmes produits vendus par des concurrents. Et ça nous a permis, dans un cas où on n'avait pas de données historiques, de pouvoir qualifier ce potentiel de ces nouveaux produits et du coup de réfléchir à comment on allait pouvoir activer ces produits de façon intelligente.
Deuxième exemple de challenge qu'on a rencontré, c'est ce qu'on a appelé la diversité du catalogue et des enjeux métiers. Et donc Victoire le disait, on a plus de 230 000 références dans le catalogue produit, avec à chaque fois des particularités hyper fortes en fonction de l'univers du produit, la catégorie, de la gamme de prix, des couleurs et j'en passe. Et tout ça, ça va de pair avec des spécificités très fortes par marché géographique et par mode de distribution, donc en fonction de si le produit est vendu sur la marketplace, en direct sur le site ou en magasin. Et donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que chacune de ces particularités produits, c'est un facteur qui va avoir un impact très fort sur la performance. Et donc nous, on va devoir s'en saisir pour comprendre les tendances de performance et aussi pour pouvoir regrouper les produits de façon cohérente en segments de produits afin de pouvoir les activer de façon différenciée. Troisième exemple de challenge, c'est la notion de saisonnalité. Donc dans la phase exploratoire du projet menée par nos data analysts, on a pu se rendre compte que les produits de Maisons du Monde avaient une performance très sujette à la saisonnalité. Et donc ici, l'enjeu, ça a été de se dire, on doit construire un dispositif qui permet d'actualiser en continu notre compréhension des tendances de performance des produits et du même coup, être capable d'actualiser la façon dont on va vouloir activer notre catalogue produit en continu. Donc autrement dit, la segmentation produit qu'on va créer, les règles vont devoir être dynamiques et s'adapter en fonction des tendances de performance. Donc voilà, on aurait pu citer d'autres challenges, mais on pense qu'ils illustrent bien la nécessité pour mener à bien un projet d'activation intelligente du catalogue de toujours faire des allers-retours entre les enjeux métiers et financiers de Maisons du Monde et la dimension data et technique qui est très forte. Et donc pour mener à bien ce projet-là, je vais essayer de vous présenter la méthodologie qu'on a pu employer avec les équipes de Victoire et d'Arcane. Et cette méthodologie, on lui donne un nom chez Arcane et on l'appelle Smart Data Activation. Et si on devait la résumer en une phrase, et c'est un peu notre raison d'être chez Arcane, c'est l'exploitation des données propriétaires pour reprendre le contrôle sur l'activation média au service des enjeux métiers et financiers de nos clients. Et donc, cette méthodologie, elle s'articule en 4 axes. Le premier, c'est la compréhension de ces enjeux métiers, la définition des critères de succès. Ensuite vient la phase d'orchestration de la donnée, comment on va synchroniser les données first et third party aux outils médias et alimenter les algorithmes d'enchères intelligents. Ensuite vient la mise en place du dispositif média avec la construction d'une structure de campagne et des best practices pour maximiser le potentiel de tout le dispositif. Et enfin vient la construction du Business Data Hub qui est en quelque sorte le cockpit de pilotage qui va nous permettre de mesurer l'efficacité de la stratégie. Donc pour rentrer un petit peu dans le concret de cette méthode appliquée à Maisons du Monde, on a commencé par cette phase d'acculturation aux enjeux métiers et techniques en passant du temps à des ateliers thématiques avec toutes les équipes métiers et transverses chez Maisons du Monde. Et ça a été un moment vraiment fondateur dans le projet, puisque au-delà d'anticiper l'ensemble des chantiers techniques qu'on allait devoir relever, ça nous a permis de définir notre KPI framework et nos critères de succès, avec un objectif clé qui est remonté, qui est l'augmentation du chiffre d'affaires global pour Maisons du Monde, sous contrainte de ne pas dégrader la rentabilité des investissements publicitaires. Voilà, donc une fois qu'on a travaillé sur cette définition d'objectif, on a pu mettre en place cette deuxième phase qui est l'orchestration de la donnée. Et pour ce faire, on a utilisé notre technologie propriétaire SmartFeeds. Donc SmartFeeds, c'est un outil de gestion de flux de données first party qui permet de collecter les données catalogue produits, les données de performance, les données d'audience, de les enrichir et de les segmenter au service de cas d'activation sur mesure. Et donc dans ce projet-là, c'est vraiment grâce à SmartFeeds qu'on a pu collecter donc les données produits, mais également les données de performance sur Google Ads, Google Analytics, sur le Google Merchant Center. Et c'est au sein de cet outil qu'on a pu implémenter des règles de segmentation très fines qui permettaient de tenir compte de l'ensemble des challenges sur la particularité des produits dont on a parlé précédemment. Et pour donner un exemple un peu plus concret de segmentation, on a pu identifier l'ensemble des produits qui se vendent très bien sur le site, mais dont l'activation média était
était trop faible, c'est-à-dire qu'il générait trop peu de clics et de conversions. Et sur ces produits-là, on a pu réaliser un certain nombre d'analyses qui nous ont montré qu'il y avait un potentiel de business incrémental fort à aller chercher, que c'était une poche de croissance potentielle. Et donc, SmartFeeds nous a permis de labelliser automatiquement ces produits, les identifier quotidiennement et de les assigner à des objectifs marketing et à des campagnes spécifiques pour aller chercher ce potentiel de revenu incrémental. Une fois qu'on a mis en place cette phase d'orchestration de la donnée, vient la phase de l'activation et donc de la construction du dispositif média. Et donc justement, on a pu mettre en face de chaque segment une campagne avec un objectif marketing particulier, avec un budget et avec un paramétrage fin. Et tout ça, ça nous a permis d'aller optimiser l'ensemble des enjeux métiers de Maisons du Monde. Et pour donner quelques exemples, sur un pays comme la France, on a pu avoir plus d'une dizaine de campagnes spécifiques, avec la campagne des best-sellers, avec la campagne des produits à fort potentiel inexploité, la campagne des produits à déstocker, ou encore des produits du moment. Voilà. Donc vous voyez à ce stade que déjà, cette solution, elle permet de remplir un des premiers objectifs du projet, qui est de reprendre le contrôle sur l'activation du catalogue produit, en allant chercher des objectifs spécifiques sur chacun des segments de produits. Et donc, la dernière phase du projet, ça a été d'être capable de mesurer l'impact réel d'un point de vue business de ces activations-là. Et pour cela, on a construit un outil de lecture de la performance 360 qu'on appelle le Product Data Hub. Et l'enjeu ici, c'était d'aller au-delà du prisme de lecture de la performance habituelle, qui est le prisme campagne, et qui ne va pas suffisamment fin dans la compréhension des tendances de performance. Et donc, on a pu mettre en place un outil qui collectait l'ensemble des données au niveau de granularité produit, donc les données de performance au niveau produit, de différentes sources de données dont on a parlé, de les stocker et de les enrichir dans l'environnement Google Cloud Platform et BigQuery, et de mettre en place des scénarios de data visualisation dans Looker Studio pour comprendre les tendances sur chaque typologie de produit. Donc cet outil il a été vraiment fondateur pour nous, puisqu'il nous a permis de comprendre de manière très fine la performance de chacun des produits, des groupes de produits, des segments, et de comprendre les dynamiques et de voir l'impact de tout notre dispositif sur les performances. Exactement. Et pour terminer du coup sur les performances, évidemment on a des jolis chiffres. Hein. La nouvelle segmentation a vraiment porté ses fruits. Donc on arrive à générer de la croissance de chiffres. Sur ces campagnes-là, on arrive à générer plus de rentabilité. On a aussi, ça nous a aussi permis d'investir différemment sur nos produits. Donc, en fait, on a réussi à réduire d'un tiers les investissements sur les produits qui étaient moins rentables. Par rentable, j'entends pas marge, hein, j'entends ROI sur l'investissement. Et en parallèle, on a, et c'était ça qui était l'attente aussi, on a doublé les investissements sur les produits qui sont les plus rentables et qui sont ceux à plus fort potentiel pour Maisons du Monde. L'autre point aussi, et c'était un de nos challenges, c'était de rendre mieux visible notre catalogue produit pour ne plus être à ce plafond de verre. Et en fait, aujourd'hui, c'est 86% de notre catalogue qui est bien actif sur Google Shopping, et c'est 30 points de plus qu'avec notre segmentation précédente, qui était donc uniquement une segmentation à la catégorie de produits. Donc voilà, le challenge a été relevé avec cette segmentation en tiering, avec SmartFeeds, grâce à l'expertise d'Arcane. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Hop, je vais vous récupérer la petite télécommande. Merci beaucoup. On a parlé de Google Shopping, on va continuer avec un sujet SEO cette fois. Alors, on a ce fameux petit jingle que vous commencez à apprécier. Et donc, comme je vous le disais, on va parler de SEO et de la Generative AI au service du SEO. Et pour parler de ce use case-là, je vais appeler sur scène Guillaume Brault de Google, qui va vous expliquer tout ça. Voici Guillaume, je vous laisse le micro.
Imaginez si votre objectif était d'inventer la beauté du futur et de devenir un acteur majeur de la biotech. Bien sûr, la data, la tech et l'intelligence artificielle seraient au cœur de vos innovations. Et c'est l'objectif de L'Oréal. Et pour contribuer à cette ambition et pour accélérer la maturité marketing digital, on a développé un partenariat global entre L'Oréal, Google et Converteo. L'un des objectifs de ce partenariat global est notamment de faire en sorte que l'ensemble des initiatives sur lesquelles nous travaillons soient d'abord co-développées avec les marchés, avant d'être scalées à un maximum de pays, afin d'avoir un impact réel au niveau de l'organisation. Et concernant l'IA, en début d'année, on a réalisé 2 summits avec le leadership L'Oréal afin de définir une approche globale sur l'IA. Et comme il s'agissait d'un sujet relativement nouveau, on a défini que la meilleure manière de l'aborder et d'apprendre également était de réaliser 3 sprints de 3 semaines avec l'aide de Converteo. Et l'initiative que L'Oréal et Converteo vont vous présenter aujourd'hui fait partie des 3 sprints initiaux que nous avons démarrés dans ce cadre. Et je passe la parole pour la découvrir plus en détail à Grégory Dominé, Global Head of Search Engine Optimization de l'équipe L'Oréal Global CDMO. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Guillaume. On est aussi avec Charles, qui nous accompagne aujourd'hui de Converteo, qui nous a accompagnés sur ce case. Et bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Grégory Dominé, j'ai rejoint L'Oréal il y a 1 an et demi maintenant pour m'occuper de SEO à L'Oréal. Et c'est pas simple parce que L'Oréal, c'est le leader mondial de la beauté qu'on connaît tous. Mais c'est un sacrée machine. Concrètement, 38 milliards de chiffre d'affaires, 38 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. On est présent dans 135 pays, 35 marques, 36 même mondiales, et 14% de part de marché. Donc ça veut dire que même si on est leader, on n'a pas encore atteint le cap ou le gap de ce qu'on pourrait faire. On a encore de la place pour améliorer nos performances et aller chercher plus de parts de marché, notamment sur le digital en 2024. Et l'organique, le trafic organique a une grande part à jouer là-dedans. Donc je viens aujourd'hui pour vous parler de ça et comment on s'appuie sur la GenAI pour pouvoir accélérer le SEO. Alors, on appelle ça Augmented SEO chez L'Oréal, mais c'est en fait de l'augmented marketing. On l'a vu un peu plus tôt dans les différentes discussions où on ne réinvente pas le métier, mais on le fait peut-être mieux ou at scale. Un chiffre important, c'est que chez L'Oréal, être Global Head of SEO, ça veut dire grosso modo surveiller l'état et l'indexation dans les moteurs de recherche, notamment Google, de plus de 800 000 pages indexables dans Google tous les mois. Tous les jours à vrai dire, et que cette superficie-là, elle n'est pas adressable humainement. Alors il y a plein de disciplines dans le SEO. Il y a le local SEO, il y a le e-commerce SEO, le SEO international, et il y a ce que j'ai découvert depuis quelques années avec ses joies et ses douleurs. Parfois, le enterprise SEO, c'est quand on ne peut plus adresser un site avec nos 2 mains et même avec toutes les équipes qu'on peut avoir, et il faut être accompagné, et notamment être accompagné des derniers algorithmes les plus performants. L'arrivée des LLM en ce sens, pour nous, est une fantastique opportunité de comprendre mieux nos propres contenus, parce que 800 000 pages, c'est aussi des logiques industrielles de production de contenu dans le multilingue pour des sites qui, dans le cas de L'Oréal Paris US, c'est celui qu'on a adressé aujourd'hui avec Converteo et Google, ont des logiques industrielles de production sur 55 sites dans le monde. Et ça, c'est qu'une marque parmi les 36 mondiales. Donc on a forcément des effets d'échelle où on peut aller soit chercher des économies, soit aller chercher des optimisations. Et les LLM et leur capacité de comprendre le texte, les langues, dans plusieurs langues, en contexte, est fondamentale. Pour ça, on a développé ensemble un algorithme qui va aller lire, comprendre nos contenus et déterminer un score de dissonance dont Charles va vous parler tout de suite. Merci Grégory.
Alors, en SEO, il y a un mot qui est un peu violent, c'est la cannibalisation. Alors, c'est ça qu'on a essayé d'adresser, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas la discipline, c'est quelque chose finalement d'assez simple, c'est d'aller voir les pages qui vont aller attaquer le même trafic. Alors, en introduction, le mascara a été évoqué. Là, on va parler, je vous ai mis un exemple avec des ongles en gel. Et donc, on voit que si on revient à ce qu'est un moteur de recherche, ça répond à une intention de recherche d'un utilisateur. Quand quelqu'un tape un mot-clé, donc là, quelqu'un qui veut se renseigner sur les ongles en gel, on veut lui adresser le meilleur contenu possible. Alors, quand on a du contenu, comme les deux que je vous présente là, qui répondent à peu près à la problématique dans les deux cas, eh ben on divise le trafic sur ces deux pages, et c'est déjà un problème. Mais en plus de ça, les moteurs de recherche qui vont vouloir remonter le meilleur contenu possible, ils n'aiment pas du tout quand un même site lui propose deux contenus, et donc ils le pénalisent, et le trafic des deux pages baisse encore plus. Alors, on pourrait se dire, la solution est simple, on prend la page qui a le plus de trafic. Sauf que si on revient au sujet et au départ du SEO, on veut la page qui a le contenu qui correspond le mieux. Et il y a plein de facteurs qui font qu'une page peut avoir un bon trafic sans que son contenu soit parfait. Si par exemple, il y a d'autres pages qui y font référence. Et donc c'est comme ça qu'on a développé cette mesure de la dissonance, c'est-à-dire qu'on a comparé des informations de trafic qui nous proviennent de Google Search Console avec ce que nous permettent de faire les LLM, c'est-à-dire d'analyser le contenu de la page. Donc, on a utilisé le modèle Palm 2 de Vertex AI, à qui on a demandé, pour l'ensemble des pages du site L'Oréal Paris US, dis-moi quel est selon toi le contenu, le mot-clé principal. Et on compare ça aux mots-clés qui apportent le plus de trafic. Et donc c'est ça que, quand ça correspond, on parle de consonance, et moins ça correspond, plus on parle de dissonance. Pour le faire en une phrase, la Google Search Console va nous dire les pages qui se cannibalisent, et les LLM vont nous dire laquelle il faut garder, laquelle a le contenu qui correspond le mieux au mot-clé qui est targeté par l'ensemble des pages. Du coup, derrière ça, on a 4 solutions possibles. La plus simple, disons la plus directe, c'est de faire une redirection, de rediriger un certain nombre de pages vers d'autres. C'est pas toujours possible. Notamment, on peut rediriger une page de contenu vers une page e-commerce, mais pas envie du tout de rediriger dans l'autre sens. Et donc, on a d'autres actions de remédiation. On peut, avec de l'IA, alors là, tout ce dont je vous ai parlé, c'est de l'IA très analytique. On a beaucoup parlé de ce qu'était l'IA générative. Elle sait écrire, mais comme les humains, avant d'apprendre à écrire, il faut savoir lire. Et il y a aussi des gains énormes qui ont été faits avec les LLM sur ces aspects analytiques. Du coup, c'est principalement ça qu'on a utilisé, mais on a aussi utilisé de l'IA générative pour réécrire des contenus et les recibler sur des mots-clés, faire du maillage interne, faire de la canonisation, c'est avoir identifié les pages principales et les pages de variantes avec des langues, ou de no-indexing, c'est-à-dire retirer des moteurs de recherche un certain nombre de pages, mais sans les dépublier, ce que notamment utilisé pour les campagnes d'acquisition, les landing pages, campagnes d'acquisition. Tout ça, il n'y a rien de nouveau dans le monde du SEO. C'est des choses que les experts SEO connaissent très bien. On l'a appuyé sur de l'IA, et de l'IA générative qui est capable d'aller simplement beaucoup plus vite sur ces tâches qui sont très chronophages et très répétitives. Et donc là, sur le site sur lequel on a fait ce prototype, on arrive à analyser 2000 pages par heure. Et je vais laisser Grégory vous dire un peu comment on a mesuré tout ça. Oui, alors, et on l'a vu d'ailleurs dans une présentation avant ça, on met en place un framework de mesure statistique de nos actions SEO pour essayer d'isoler le mieux possible le signal du bruit, ce qui est l'une des parties la plus difficiles en SEO.
il y a tellement de paramètres dans l'algorithme du moteur de recherche Google que personne ne connaît. Si en plus on y rajoute des couches de machine learning, qu'il est très difficile de rétro-ingénierer tout ça et de savoir exactement quelle action a quelles conséquences. Or, on le voyait dans le case que tu présentais tout à l'heure, il y a un framework qui s'appelle Cause and Impact, qui est également un papier produit par Google, il me semble, en 2015, qui offre une méthode pour pouvoir isoler une action précise SEO et son impact incrémental sur la variable qu'on va surveiller ici, en l'occurrence, les impressions. Pour nous, l'impression, ou du moins le métrique d'impression, était le métrique qui témoignerait le mieux d'une amélioration des performances de notre visibilité dans les résultats de recherche. On se dit donc la logique, c'est si on met en place ce plan de remédiation, on redirige des contenus, on optimise des contenus pour pouvoir créer du maillage interne, on ferme des contenus, hein, littéralement, en interdisant leur indexation. On va avoir un uplift dans les impressions, et c'est ça que le causal impact veut mesurer. Les sites qui ont cette dimension ont l'avantage d'être visités très régulièrement par les bots du moteur de recherche Google, ce qui veut dire que normalement, on doit être capable de voir un uplift significatif dans les 28 jours. Et au-delà de 28 jours, ma philosophie, ou du moins ma doctrine SEO, c'est de dire qu'en fait, nos actions SEO n'ont pas d'impact significatif au-delà de 28 jours. Si en 28 jours, on n'a plus d'impact, à ce moment-là, la tactique n'est pas fructueuse. Voilà. Je te laisse peut-être la main sur les ouvertures potentielles derrière que ça évoque. Il y a un sujet de voir comment le monde du SEO va évoluer avec ces nouvelles technologies. Nous, pour le moment, on se focus sur le fait de passer ce prototype qui a été fait sur un site de la marque à l'ensemble des sites de la marque, et donc d'être dans cette phase de scale-up. Pierre, j'ai trouvé ça très bien que tu distingues les outils qui vont embarquer de la GenAI et les sujets custom. Et je me rends compte que c'est pas toujours simple à distinguer dans cette révolution. Là, on est bien sur quelque chose, un prototype custom sur lequel on a travaillé avec les équipes de Grégory. Et donc, on est pour parler de profil, des data ingénieurs, des data scientists qui sont les mains dans les données de Search Console et de Vertex dans le cadre des problématiques SEO de L'Oréal. Donc, c'est très précis. Et du coup, dans cette démarche industrielle, on est aussi très attaché aux outils qu'on utilise. Et donc, pour parler de performance de modèle, tu as parlé également, on s'est appuyé sur le modèle PALM 2, Text Bison plus précisément, qui n'était disponible quand on a démarré au début de l'été, enfin qui n'était optimisé que pour l'anglais. C'est pour ça qu'on a choisi parmi tous les sites de L'Oréal un contenu anglophone. Là, depuis la rentrée, il a été annoncé que maintenant il y a 38 langues disponibles, donc on va pouvoir élargir un certain nombre de pays, mais comme L'Oréal est dans beaucoup trop de pays, il va falloir encore attendre un petit peu pour dépasser même ces 38 langues, mais on a quand même un terrain de jeu qui est très large. Les méthodes qu'on a mis en place devraient être assez robustes par rapport au contexte des différents sites, à leur structure, donc on aura assez peu de marge, d'éléments à optimiser sur chacun des contextes. Du coup, on est assez confiant pour cette généralisation sur laquelle on va travailler maintenant. Et pour revenir à ce terme de Augmented SEO, on construit vraiment un outil industriel au service des équipes de Grégory, et pour avoir un outil de pilotage dont les équipes de Grégory vont être les pilotes sur l'ensemble des sites de la marque et sur ces 800 000 pages dont on a parlé au début. Voilà, écoute, je crois qu'on a tout dit. Je pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. On va continuer sur le sujet de la GenAI et on va voir un petit peu de concret parce que vous allez avoir le droit à une démo sur comment la GenAI peut améliorer la créativité marketing et la productivité. Et pour ce faire, j'appelle sur scène Eric Jatsa Yota qui va vous expliquer tout cela. Eric, c'est à vous. On l'applaudit bien fort.
Bonsoir tout le monde. Hop là. Juste un petit souci technique. Je me relogue et on y va. C'est bon, on a basculé. Voilà, si on peut basculer sur mon écran. Ça y est, je suis en full. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ceux qui sont en ligne, j'espère également. Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Eric. Je suis Customer Engineer Specialist Data dans les équipes Google Cloud. Donc, vous avez vu pas mal de solutions qui ont été présentées tout à l'heure par nos différents clients. On a cité Vertex AI, j'ai entendu BigQuery également. Donc, voilà, moi, je fais partie des équipes qui proposent ces solutions-là à nos clients et qui, du coup, vous aident à les mettre en œuvre pour répondre aux différents cas d'usage qui ont été notamment évoqués chez Maisons du Monde, chez L'Oréal, pour en citer quelques-uns. Donc, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans du concret. Je vais peut-être passer en mode full screen, ça va être plus sympa. Donc, rentrer dans le concret de ces solutions-là, comment on peut justement les associer pour adresser les challenges dans le monde du marketing. On sait qu'il y a pas mal de tâches qui sont assez chronophages dans le secteur du marketing, notamment tout ce qui est création de contenu. Voilà, tout le temps passé à identifier quel est le bon contenu pour mettre en avant une nouvelle gamme de produits, pour activer les différents canaux adressés pour une campagne marketing, et tout le processus d'idéation pour identifier quels sont les bons messages, quels sont les bons mots-clés à mettre en avant pour promouvoir une nouvelle ligne de produits. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir un peu plus concrètement avec les outils Google comment on va adresser ces problématiques et comment finalement on va accélérer tout ce processus de création grâce à la GenAI Google. J'espère que le challenge, tout le monde est partant pour le relever. C'est bon? On y va? Excellent. Donc, contexte, c'est un client qui opère dans le secteur de la mode, qui s'appelle Symbal. Donc, ils sont basés à New York et ils opèrent principalement dans le secteur de tout ce qui est chaussures et sacs. Et ce que je vais montrer tout à l'heure, je vais me mettre dans la peau de différents personas. Donc, je serai tour à tour un créateur de contenu pour une campagne marketing, également le gestionnaire de campagne. Et donc, on va voir concrètement comment, avec les différents outils proposés par Google Cloud, autour de la GenAI, bien évidemment, comment on va faciliter le travail de ces différents personas. Merci à tous. Et voilà. Donc, sachez que ces solutions sont déjà utilisables aujourd'hui. Ce que je vous ai montré là, c'est un client retailer français qui l'a mis en œuvre. Et voilà, on sera disponible pour vous accompagner à également mettre en œuvre ces solutions. Désolé à l'équipe logistique. Je paye la tournée après. On vous prend au mot. Merci beaucoup, Eric. On va parler test d'incrémentalité avec un cas d'usage qui est mis en place par Artefact et Accor pour vous expliquer comment justement les tests d'incrémentalité vous permettent d'améliorer vos stratégies d'acquisition. Et pour parler de ça sur scène, je vais appeler Florent Bernard d'Artefact et Stéphanie Jaffré d'Accor. Et pour patienter, je vais lancer le petit jingle. Bonjour à toutes et à tous et merci à Google de nous accueillir. On va essayer d'être aussi intéressant qu'Eric. Merci Eric. Mais on ne fera pas une démo, donc on va faire de notre mieux. Donc le contexte dans lequel on a fait cette collaboration avec Artefact, c'est un contexte que j'ai entendu dans plusieurs présentations avant, donc vous allez être assez familier du contexte, mais le digital prend une place de plus importante dans le mix de distribution. On a de plus en plus de compétition, soit de nos concurrents directs, donc dans l'hospitalité, les chaînes hôtelières, mais aussi de pure players du digital, donc des Expedia, Booking.com par exemple.
Et puis, comme tout le monde, le budget n'augmente pas avec la vitesse de mix de distribution du digital. Et puis, une nécessité de mieux mesurer la performance des campagnes d'acquisition pour aussi prouver leur valeur et ne plus nécessairement regarder que le ROI de chacune des campagnes, mais vraiment pousser la méthodologie plus loin. Donc on a fait appel à Artefact et on a travaillé depuis plusieurs mois avec Florent sur l'optimisation de cette stratégie d'acquisition en utilisant l'incrémentalité et en changeant nos méthodologies pour aller utiliser cette incrémental ROI plutôt que le ROI seul pour piloter les campagnes. Et on a lancé un pilote en France d'abord avec l'idée demain de scaler sur l'ensemble du réseau, un peu comme Maison du Monde et comme L'Oréal, on a énormément de marques, énormément de pays, énormément de versions de campagne. Donc, c'est aussi une des problématiques. Et donc, on a utilisé la méthodologie d'Artefact. Donc, Florent, je te laisse... Oui, merci Stéphanie. Bonjour à tous. Avant de rentrer vraiment dans le contexte de la façon dont on l'a fait, je pense que c'est important de prendre un pas de recul et de se dire pourquoi... dans quoi ça s'inscrit d'un point de vue stratégie. En fait, quand Accor est venu nous poser la question de comment faire l'optimisation des campagnes d'acquisition, on s'est d'abord gratté un peu la tête tous ensemble pour se dire, OK, quelles sont aujourd'hui les bonnes pratiques qu'ils ont, qu'est-ce qu'on observe, nous, chez les différents clients qu'on accompagne. Du coup, on a commencé par un projet stratégie assez classique qui nous a permis de donner une vision à Accor, le but étant de se dire, voilà, à 18 mois, qu'est-ce qu'on a envie de réussir à accomplir, 18-24 mois. Et l'incrémentalité était clairement la première étape parce que l'objectif, c'est de donner à Accor la capacité de mesurer, de comprendre l'impact incrémental de chacun des leviers individuellement et pour chaque levier, les meilleures stratégies, ou on les a pas toutes testées, mais quelques stratégies individuelles. Une fois qu'on a ça, l'objectif, et donc c'est ce qu'on est en train de discuter, de framer, etc., mais c'est de dire comment les résultats de ces tests d'incrémentalité sont utiles dans l'optimisation cross levier. Et donc, c'est les sujets qu'on va aborder pour 2024, parce que j'ai compris que donner les roadmaps 2024 était un des objectifs de cette présentation. Donc, techniquement, qu'est-ce qu'on a fait donc, vous voyez en bas, ou juste derrière moi, en fait, on a travaillé sur le search, le meta-search, paid social display, retargeting. Pour donner des ordres de grandeur, c'est un projet qui a commencé aux alentours de février-mars et qui se termine. On a fait le STIARCO final ce matin. Oui. Donc, vous voyez, ça prend beaucoup de temps. On a utilisé deux approches, c'est-à-dire pour le search et le meta-search, on a utilisé une approche de géotargeting. Donc l'idée était de se dire, OK, prenons la France, découpons-la en régions, regardons les régions qui sont statistiquement similaires, et il y a une région dans laquelle on va activer, dans l'autre on va pas activer, puis on mesure le nombre de chambres qui ont été bookées dans les différentes régions. Tu veux dire un mot ? Non, j'allais dire, un des impacts, c'était dans la région où on allait activer ou ne pas activer, c'était de décider de ne pas activer. Et c'est un changement et une décision qui a un impact, parce que ça a un impact sur le business. Et donc, il fallait aussi embarquer les hôtels. Et c'est pas seulement notre décision en corporate, c'est vraiment d'embarquer les hôtels. Et ça, il faut expliquer aussi cette méthodologie. Et c'est quelque chose, quand on est dans le digital, on comprend très bien. Mais quand on est un responsable d'hôtel, on a plein d'autres problématiques à gérer. Et du coup, c'était aussi quelque chose d'important dans la méthodologie et toute la conversation qu'on a eue depuis plusieurs mois. C'est le change management, à la fois des équipes, mais aussi des hôtels pour lesquels on travaille. Et donc c'est important que vous réalisiez qu'en fait, c'est grâce à Stéphanie et ses équipes qu'on sort le nez de la technique et qu'on revient dans le monde réel. Donc effectivement, il y avait beaucoup de change des équipes de Stéphanie qui sont dans la salle et à qui je dis bonjour. Aussi de toutes les agences, parce qu'en fait, Artefact a une agence et donc on s'occupe du search. Mais il y avait d'autres agences aussi, il a fallu orchestrer tout ce petit monde. Donc beaucoup de travaux en dehors juste de la data analyse et de la compréhension des leviers, du paramétrage des tests, pour faire en sorte que les tests soient réalisables. Voilà, donc je l'ai dit, il y avait la partie géotargeting pour les tests, pour d'autres leviers, donc paid social display retargeting, on a fait des tests d'audience. Petite anecdote également pour quand on parle du travail de conviction.
ou d'influence, ou vous choisirez le mot, c'est que quand on décide, quand on va voir les hôtels en disant on va faire des tests de display et en fait il y aura une pub blanche qui va s'afficher pour certaines de vos audiences, ça a piqué un petit peu. Donc là, il a fallu vraiment expliquer, rassurer sur le fait que ce test avait quand même une valeur, etc. Donc voilà, c'est tout le travail de pédagogie qui va autour de simplement la data analyse et puis la réalisation des campagnes et l'analyse a posteriori. Donc, plus pragmatiquement, vous voyez, il y a 5 leviers, pardon. On a fait plusieurs tests par levier. Donc tout ça, en fait, c'est un calibrage du calendrier pour que les choses ne s'overlappent pas, parce que l'idée étant d'avoir des tests qui sont indépendants les uns des autres pour éviter les effets de bord où on ne saurait plus finalement quel est l'effet d'un levier par rapport à un autre. Et la durée moyenne que vous ayez en tête, c'est entre 2 et 3 semaines de préparation. 2 et 3 semaines de préparation, c'est collecter la donnée, faire tourner les algorithmes Google, notamment pour identifier les différentes régions, etc. Préparer les campagnes, aligner les agences, préparer avec les hôtels, que tout le monde soit d'accord, etc. Ensuite, on passe dans la phase du test, pardon. Donc, on appuie sur le bouton. Et à ce moment-là, il y a 2 sous-phases, je dirais, dans le test. Il y a le test en lui-même, c'est-à-dire pendant 3-4 semaines, le test et les 2 régions sont soumises ou pas soumises aux différents leviers. Et puis il y a ce qu'on appelle la conversion window, c'est-à-dire qu'on remet le business as usual sur le levier, mais on continue à vérifier, à voir ce qui se passe et à mesurer les réservations de chambres dans les différentes zones. Parce qu'en fait, les conversions ne sont pas juste pendant le moment où on active ou on désactive, mais parfois arrivent un petit peu après et contribuent à l'incrémentalité. Donc on veut surtout ne pas rater ces réservations-là. Et après, rebelote, les data analystes reprennent les résultats collectent les données et font l'analyse pour mesurer la performance du test. Et dans l'analyse, on a aussi souvent des questions et on a appris énormément et l'importance de cette préparation et de la méthodologie, c'est important aussi pour l'analyse parce que souvent on a été surpris des résultats, surpris positivement ou alors on doutait du résultat. Et ça, c'est une chose qui est importante parce qu'on oublie qu'on est en train de tester et quand on teste, des fois on fait des erreurs, des fois on apprend des choses qu'on ne s'attendait pas et ça fait partie aussi du changement pour les équipes. Et cette phase d'analyse, on a eu beaucoup de back and forth sur mais pourquoi c'est comme ça et on aurait dû faire comme ça. Donc ça nous a aidé énormément à setuper les tests suivants et à avoir une meilleure méthodologie aussi et une meilleure préparation pour les tests qui ont suivi. Comme ça, les analyses suivantes étaient moins challengées, mieux comprises et on est prêt maintenant d'aller dans un mode un peu plus industriel, je dirais. Oui, effectivement, un des enjeux, il y a le résultat et il y a la méthode. Comme disait Stéphanie, le résultat, on peut le challenger, mais en revanche, nous, on était tributaires de faire en sorte que la méthodologie soit pas challengée. Parce qu'à partir du moment où on challenge la méthode, on part dans des débats sans fin et en fait, on met tout à la poubelle. Donc nous, on a passé pas mal de temps à cadrer, beaucoup d'échanges avec Accor, beaucoup d'échanges avec Google, pour, j'aime pas le mot, mais robustifier ce qu'on a fait, enfin, rendre robuste, voilà. Merci. Ce qu'on a fait. Inventer un mot, c'est bien. Ouais, c'est comme ça. Voilà, du fait de cette robustesse, en fait, on a sécurisé, on a embarqué avec nous les gens, les équipes, et du coup, les discussions sont des discussions de fond, des discussions d'interprétation, des discussions sur les questions business, mais du coup, en fonction de tel test, quelle est l'action business que je dois prendre? Est-ce que je surinvestis? Est-ce que je sous-investis, etc. Ça contribue aussi à faire quand on va évangéliser les autres régions, parce que là, on a fait pour la France, du coup, il y a les autres pays en Europe, mais il y a aussi les autres régions dans lesquelles le groupe Accor est présent. Les gens finalement entendent par leurs peers de France que la méthode est bonne, etc. Et que du coup les insights sont vraiment pertinents et donc ça crée une dynamique, un momentum sur lequel on peut capitaliser pour le déploiement à l'échelle. Et du coup, les résultats, parce qu'on ne l'a pas juste fait pour que on capitalise sur le sujet, on a eu des résultats vraiment encourageants. Donc sur le SIA Google, on a un gros IROI, plus de ROI, mais IROI, donc incremental ROI de 9.3, et un revenue uplift de 7%. Donc on est très content. On a de ce premier test, on en a eu l'idée de plein d'autres. Donc on en a testé un autre aussi sur le générique. Sur le meta-search, qui est très spécifique à l'hôtellerie ou les agrégateurs du type Google Hotel Ads, mais là on l'a testé justement sur cet environnement, mais les autres meta-search. On a aussi un gros ROI de 7.7 et un uplift de revenus de 3.2%. Et sur le display, donc comme le disait Florent,
on a mis des white ads, donc c'est un peu bizarre, mais une fois qu'on se rend compte que les gens quand même cliquent sur ces white ads, parce qu'on se plaint toujours des bannières partout, mais apparemment quand il n'y en a pas, on se demande pourquoi elles ne sont pas là. Donc sur celui-là, on a testé à la fois les third-party audience et les first-party audience. On n'a pas forcément des readings aussi clairs sur le display, mais on est plutôt positif sur le ROI aussi. Et le prochain test qu'on est en train de lancer, c'est sur le retargeting. On est en train de le setuper. Et pour nous, les learnings, c'est au-delà du ROI et de cette méthodologie qu'on est en train vraiment d'implémenter au quotidien. C'est les learnings sur cette approche plus test and learn, de regarder aussi quel est l'impact cross-levier demain. Mais c'est aussi une implication de notre management, parce que souvent, on a envie de couper les budgets d'acquisition ou de médias, mais on veut toujours les défendre. Et donc, essayer de faire comprendre et d'embarquer notre management, c'était vraiment important. Et puis, comment on peut anticiper ces besoins budgétaires plus en amont pour arrêter de tout le temps demander plus de budget, mais vraiment forecaster et modeler ça en amont. Donc, c'est pour nous la méthodologie qu'on veut implémenter dans le quotidien. On a encore a long road pour ça, mais on est en train de plus en plus de le faire. Et les next steps qu'on est en train de travailler avec Artefact, tu veux les présenter? Oui, donc il y a deux grands piliers sur les next steps. Le premier, c'est les tests d'incrémentalité. Qu'est-ce qu'on en fait en France? On a cumulé ce qu'on appelait le Learning Agenda. On a énormément de questions qui sont apparues au fil de l'eau, et du coup, quels sont les prochains tests qu'on veut faire? L'idée étant de pas devenir débile en faisant des tests tout le temps, mais vraiment en choisissant les questions business auxquelles on veut répondre pour aller chercher un incrément de valeur. Donc ça, c'est pour la France. Le deuxième, c'est ces tests, comment on les roll out ailleurs. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, certains pays sont curieux maintenant. Ils voient la valeur et ils ont envie que ça s'applique également chez eux. Donc il y a toute une réflexion stratégique sur le fait de quel pays est en mesure de recevoir, entre guillemets, ces tests. Et pour les autres, qu'est-ce qu'on fait? Comment on extrapole des résultats de pays similaires, etc. Donc là, il y a une réflexion qui est en cours. Donc ça, c'est première jambe, c'est l'extension des tests d'incrémentalité. La deuxième jambe, c'est, comme je vous le disais en intro, là, on va vraiment dans la granularité de la performance du monde réel, levier par levier. Sauf que levier par levier, c'est bien, mais les arbitrages et les optimisations du budget interlevier, on l'a pas encore traité. Et donc, c'est l'objectif, c'est de se dire, aujourd'hui, il y a des MMM qui arrivent à des fréquences pas suffisante pour prendre des décisions. Enfin, on peut prendre une décision pour le budget, mais derrière, pour des décisions mensuelles ou trimestrielles, c'est trop light. Et du coup, c'est comment on utilise ces résultats de tests d'incrémentalité pour faire des priors dans les différents modèles de MROI et justement avoir la capacité de faire de la réallocation budgétaire au fil de l'eau dans l'année, qui est un des enjeux principaux pour Accor. Tout en l'intégrant dans le MMM et les 2 fréquences ou les 3 fréquences qu'on a par an dans le MMM. Donc c'est vraiment changer la façon de travailler et regarder ça d'une façon ROI et non plus ROI, qui est le plus grand changement qu'on a opéré. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à tous les deux. Effectivement, vous avez été meilleurs élèves qu'Eric. Maintenant, on va passer à la dernière séquence de cette journée. C'est comment l'IA générative peut améliorer la performance des campagnes publicitaires. Et pour discuter du sujet, je vais appeler sur scène Thibaut Martin de Jellyfish et Vincent Jedon du Club Med. La scène est à vous, messieurs. Alors bonjour à toutes et à tous. On va clore ce Google Innovation Partners sur un sujet un peu plus léger, celui des vacances. Et plus particulièrement, du coup, un projet sur lequel Jellyfish et Club Med ont eu la chance de collaborer pendant maintenant presque 2 ans et qui a abouti à la vision qu'on va vous porter aujourd'hui et qui tend à répondre à la question de comment l'IA générative a-t-elle pu permettre d'améliorer les campagnes display du Club Med. Et pour ça, je remercie Vincent qui est présent sur scène avec moi, car au sein du Club Med, vous aviez des enjeux business cruciaux. Merci Thibaut, bonjour à toutes et à tous. Certains d'entre vous ont peut-être, ou en tout cas je l'espère, pu profiter de l'expérience Club Med dans un de nos 70 villages à travers le monde. On est
on offre à nos clients, en tout cas dans nos villages à travers le monde, une expérience premium, all-inclusive, qui se traduit par un encadrement enfant, par exemple, cher aux parents, différentes activités sportives qui peuvent aussi faire plaisir aux parents, et tout ce qui se rapproche à la gastronomie. Toute cette expérience, du coup, exclusive, unique qu'on propose dans nos villages doit se répercuter dans l'ensemble en fait, du parcours client et démarre en fait, dès l'exposition publicitaire. Et c'est ce qu'on a cherché en fait, à avoir avec notre collaboration avec Jellyfish, travailler sur la qualité vraiment d'exposition publicitaire pour démarrer du coup, le travail de prospection de nouveaux clients, sans oublier forcément nos KPI médias et du coup nos coûts d'acquisition qui se traduit au Club Med, pas par la transaction finale qui se fait généralement offline, mais par du coup un KPI de trafic qualifié sur site qui correspond à l'entrée dans le booking engine, du coup l'entrée dans le tunnel de réservation. Une fois qu'une personne du coup choisit sa destination, choisit ses dates de voyage, et qui, du coup, entre dans le tunnel de réservation, c'est le signal qui nous dit que ce prospect commence sérieusement à réfléchir à ses vacances. Et du coup, chez Jellyfish, afin de répondre à ce double enjeu, on s'est tourné vers la solution de Custom Bidding, qui est une solution que peut-être certains d'entre vous sont déjà familiers ou même déjà déployés sur leur campagne publicitaire display. Mais elle se base sur de l'IA et de l'intelligence artificielle, du coup, pour tenir en considération de certains signaux, comme les domaines, les moments de la journée, la taille, le format de la créative, mais également les Floodlight Campaign Manager ou encore les objectifs GA4. Tout ça dans le but de valoriser chaque impression sur son environnement de diffusion et sur sa capacité à générer de la performance. Et dans le cadre du brief initialement reçu par Club Med, ça nous semblait parfaitement aligné avec les enjeux de diffusion. Et avant d'arriver du coup sur la qualité et le contexte de diffusion, on travaille en fait depuis 2 ans maintenant avec Jellyfish sur vraiment la partie optimisation de nos coûts d'acquisition, où on a défini un premier script qui nous permettait du coup d'améliorer les coûts d'entrée dans le tunnel de réservation. Et ensuite, on a dû affiner via des tests également la robustesse des différents scripts et affiner en fonction de nos enjeux business. Forcément, on a 2 lignes de produits au sein du Club Med, 2 grandes lignes de produits. Du coup, les stations balnéaires au soleil ou alors toutes nos destinations à la montagne, que ça soit en hiver ou en été, c'est pas le même type de prospect qu'on va aller chercher entre ces deux lignes de produits. Du coup, on a dû mettre en place, partager ces informations à Jellyfish, mettre en place des scripts, les A/B tester pour valider la robustesse de tout ça. Et c'est vrai que ce processus d'A/B testing, il a été primordial dans le succès de ce projet. Pour déjà d'une part valider la robustesse et la précision des scripts qu'on déployait pour répondre à ces enjeux business. Et du coup, ils ont été réalisés en venant A/B tester la version précédente avec la nouvelle version qui comportait des améliorations apportées. Et du coup, ça nous a permis d'avoir un processus itératif tout au long de ces 2 ans afin de valider la valeur incrémentale et que les améliorations qu'on apportait généraient bien de la valeur dans le cadre de la diffusion du Club Med. Et ensuite, on a pu du coup se pencher réellement sur la qualité du contexte de diffusion, où on a sorti via nos équipes du coup opérationnel internalisées au sein du Club Med notre top domaine de diffusion qu'on a partagé à Jellyfish, qu'on a pu classer en fonction de l'affinité avec la marque Club Med et en rapport aussi avec la cible qu'on essaye d'aller chercher, une cible CSP+, qui est toujours plus difficile à aller chercher en médias. On les a classés du plus affinitaire au moins affinitaire et qu'on a partagé à Jellyfish. Et effectivement, et à partir de ce top domaine, nous, ça nous a permis déjà dans un premier temps de venir, par un processus de recherche de domaines similaires, type lookalike, venir enrichir ce cadre de diffusion du Club Med. Et ensuite, à partir de ce cadre qui a été enrichi, tout l'intérêt de ce projet a été d'utiliser l'IA générative pour venir scorer des milliers de sites beaucoup plus efficacement et de manière beaucoup plus productive. Comme on a pu le voir, il a fallu être agile sur différentes lignes de produits, différentes stratégies ou même différents marchés. Et ça pouvait prendre plusieurs heures initialement par un membre de l'équipe programmatique, ce qui est conséquent, VS quelques secondes aujourd'hui.
Et du coup, ça montre bien l'intérêt indéniable de cette technologie pour gagner en termes d'efficacité opérationnelle et également sur le côté déployable, puisque l'IA générative s'affranchit de la barrière de la langue et nous a permis du coup de facilement déployer ça globalement. Je peux que confirmer ce point pour les équipes opérationnelles Club Med. Une optimisation au domaine est nécessaire, mais très difficilement applicable au quotidien pour des traiteurs qui optimisent. C'est quelque chose qu'on essayait de faire tous les mois, tous les 2 mois, alors qu'aujourd'hui, c'est fait quotidiennement et automatiquement grâce à l'IA. C'est ça. Et au-delà même de cette efficacité opérationnelle qu'on vous a décrit, la question a été de comment utiliser l'IA générative pour venir qualifier qu'un domaine était plus premium qu'un autre. Et pour ça, on s'est mis d'accord avec des équipes sur 3 critères. La réputation, l'affinité avec le MED et la qualité des emplacements et du contenu. Et en fait, l'IA générative et notamment ChatGPT a été capable de nous retourner des valeurs sur chacun de ces attributs dès qu'il les avait en sa possession pour un domaine, et du coup de définir un score contextuel. Et ce score contextuel, ce qui va apporter de la valeur, c'est qu'on va venir nourrir l'algorithme avec des données qui ne sont pas propres aux médias, que l'algorithme d'achat de DV360 a déjà en sa possession, notamment le CPM, la visibilité, le taux de conversion. Et on va venir nourrir l'algorithme avec des signaux plutôt qualitatifs qui sont propres à la qualité du domaine. Et donc, du coup, venir générer de la valeur additionnelle et tout en évitant une part de diffusion trop importante sur des sites qu'on appelle made for advertising, qui sont en fait des sites peu qualifiés, qui sont à vocation de générer du trafic pour monétiser leurs inventaires publicitaires. Et donc, en fait, on se rend compte qu'en utilisant ces critères d'attribution, finalement, ces sites-là sont toujours dépriorisés par les algorithmes d'achat. Et petite précision sur cette stratégie, l'objectif n'est pas de revenir à un ciblage contextuel, purement contextuel, ce qui serait un peu dommage en programmatique, mais plutôt d'aller privilégier les contextes qui nous paraissaient les plus pertinents avec l'image de marque Club Med. D'ailleurs, c'est pour ça que ce score contextuel qu'on était capable de générer sur ces différents attributs, on le faisait valider par les équipes du Club Med afin de s'assurer qu'ils étaient cohérents et alignés avec les enjeux de diffusion de la marque. Et ça nous a permis aussi de valider que la solution, dans 95% des cas, les scores étaient avérés avec cette priorité de diffusion. Et ça nous a permis a posteriori, de venir pondérer ce score contextuel avec le poids qu'on définissait sur les KPI à optimiser, que ce soit les sessions engagées GA ou encore l'entrée dans le processus de réservation en ligne. Et donc, c'est le fait de tenir compte de ces deux scorings, un scoring lié à la performance et un scoring contextuel. Finalement, l'algorithme, lui, va être capable d'adapter ses enchères en conséquence. Et typiquement, un site premium, l'algorithme aura tendance à venir surenchérir pour maximiser ses chances de remporter l'impression parce qu'on la qualifie comme étant importante, là où un site avec un score plus faible sera dépriorisé. Et ça va nous permettre à la fin de venir constamment ajuster les enchères pour maximiser la performance des campagnes display du Club Med. Et du coup, je pense qu'on peut passer sur la slide de résultats. Donc, comme je le disais, c'était un process itératif sur plus de 2 ans, enfin sur quasiment 2 ans. Et ça nous a permis de pouvoir mesurer l'apport de ces scripts, et notamment sur la partie contextuelle, où on était en mesure de mesurer des impacts de plus de 37% de part d'impression sur des domaines qu'on estimait comme étant premium, tout en baissant le coût et le CPM visible, ce qui montre bien le double impact de ce scoring contextuel qui permet à la fois d'accéder à de l'inventaire de meilleure qualité et également à moindre coût, tout en gardant un niveau de qualité important. Et on voit que cette recherche de qualité a un impact positif également sur nos KPI sur site. Du coup, l'entrée dans le tunnel de réservation dont je vous parlais tout à l'heure, où on observe des réductions de 46%, ce qui est très important. Tout à fait. Pour revenir un peu sur les points forts de ce projet, je tiens à souligner du coup les échanges et la communication avec la MED qui ont fortement contribué à ce que ce projet soit un succès. Je tiens aussi à souligner l'intérêt de l'IA générative en termes d'efficacité opérationnelle pour pouvoir automatiser et gagner en productivité sur un scoring très volumineux qui permet de dégager du temps aux équipes sur ce qui génère vraiment de la valeur.
Et du coup, fort de ce succès, le projet est voué à continuer, la collaboration est continuer à être développée sur d'autres... Oui, on va pouvoir maintenant essayer de se pencher sur le sujet d'optimisation du parcours d'achat, notamment via les techniques de SPO, et je pense que l'IA aura aussi son rôle à jouer. Du coup, merci à tous pour votre écoute, et merci Vincent pour le partage de ces résultats. Bravo messieurs, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. C'est déjà le terme de ce Google Innovation Partners. Merci de nous avoir suivis tout le long de cet après-midi. Merci aussi à François, Émilie et Margot qui ont piloté dans l'ombre cet event et sans lesquels rien n'aurait été possible. Merci à tous les partenaires qui nous ont partagé leur cas d'usage. Et maintenant, je vous propose qu'on se retrouve pour un petit moment de networking. Et je vous rappelle que vous avez un petit photocall qui vous attend à la sortie de la salle. Merci beaucoup.